Moi, je déteste cette notion de feeling, ça me rend dingue. Il y a un côté un peu flemmard dans le feeling. C'est de la facilité pour pas vraiment analyser et puis pas se mettre face aux réalités du business. En tant que dirigeant, et c'est ce qui est terrible dans les PME, c'est que très vite les collaborateurs sont d'accord. Et en fait, on arrive très rapidement à les amener au bon endroit. Mais celui qui dit toujours, en fait, oui à un truc qu'il ne devrait pas, c'est souvent le patron. Parce qu'en fait, voilà, il dit, c'est qu'un copain. Ça. Et il n'a pas eu cette rigueur de dire, non, j'ai une règle et je ne sors pas de cette règle. Et dans le business, on dit, tu dis oui, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Tu dis non, tu augmentes ton bénéfice. Process Advantage est mon podcast d'exploration dans lequel je vais à la rencontre des entrepreneurs et experts qui ont su utiliser les processus à leur avantage afin d'améliorer la productivité de leur entreprise et la satisfaction de leurs clients. 3 citations m'ont incité à explorer ce domaine qui fait le pont entre l'organisation personnelle et l'organisation collective. La première, de l'entrepreneur Eliyahu Goldratt, qui a dit que les investissements réalisés ailleurs que sur le goulet d'étranglement sont des ressources gaspillées. Puis, il y a la citation coup de poing de William Edwards Deming. Si vous ne pouvez pas décrire ce que vous faites sous forme de processus, vous ne savez pas ce que vous faites. Et pour terminer, il y a Andrew Grove, l'ancien CEO d'Intel, qui explique dans son livre culte High Output Management l'importance d'optimiser les processus plutôt que les individus. Aujourd'hui, les questions qui me taraudent l'esprit. Pourquoi les processus permettent de réduire le rôle de la chance dans les résultats des entreprises et des individus? Pourquoi les processus permettent aux chefs d'entreprise de quitter le mode pompier et les urgences opérationnelles? Comment faire pour mettre en place des processus utiles et surtout utilisés? Comment éviter les processus bidons qui ne servent qu'à une seule chose, prendre la poussière dans un classeur? Accrochez-vous et c'est parti. Mon invité aujourd'hui est un ancien volleyeur de première division en semi-pro, papa et bon dormeur. Il est le CEO de Silicom, une entreprise en Suisse romande qui aide les PME à digitaliser leurs activités et optimiser leurs processus. Avant d'arriver dans ce rôle, il a grandi dans les commerces de son grand-père. Il travaille derrière la caisse de l'épicerie dès l'âge de 10 ans. À 15 ans, il atterrit dans le domaine des assurances et un peu plus tard, il y monte sa première entreprise. 14 fusions plus tard, ce premier projet entrepreneurial devient Quali Broker Group, le second plus grand courtier en assurance de Suisse. Il assurera la direction jusqu'en 2023 au sein de Quali Broker Group. En parallèle, il cofonde le groupe informatique Silicom. Il en prend la tête en tant que CEO en 2024 avec l'ambition d'en faire l'un des leaders du marché suisse romand pour les PME. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Ferret dans le premier épisode du podcast Process Advantage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rajouter que ce podcast est enregistré dans le studio Gessiform, un espace dédié aux créateurs de contenu de qualité. C'est un studio qui est bien pratique car il se trouve au centre de Lausanne et il est pleinement équipé. De plus, le service est vraiment professionnel et je ne peux que vous recommander d'y faire un tour. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui surprendrait les gens s'ils devaient passer du temps avec toi une journée? Qu'est-ce qui les surprendrait le plus à ton avis? Franchement, je pense que les personnes seraient surprises de la capacité à passer d'un thème à un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu mon organisation, j'ai passablement d'activités différentes. Ouais. Donc, je peux passer en effet de la direction de l'entreprise à du conseil d'administration, à de l'accompagnement d'entrepreneurs. Ouais. Et je fais aussi beaucoup de choses au niveau privé. Donc, en fait, les gens seraient surpris à quel point je passe dans une journée d'un thème à un autre, d'un thème stratégique à un autre, et la vitesse à laquelle je le fais. Alors, il y a un élément qui est d'organisation, mais aussi un élément quand même de chance. J'ai de la facilité à passer d'un thème à l'autre très rapidement et d'être tout de suite en fait à me rappeler du sujet, comment je le traitais. Donc, ce qui me permet d'aller très vite dans mon quotidien. Et souvent, quand je partage avec les gens, typiquement, j'ai mon épouse qui des fois travaille à côté de moi. On a un bureau à la maison, travaille juste à côté de moi. Puis des fois, elle me dit, mais comment tu fais? Tu parlais il y a 2 minutes de ce sujet-là, puis 3 minutes après, c'est un truc qui n'a rien à voir sur une autre entreprise, sur une autre réalité. Et c'est comme, de mon côté, c'est très fluide, mais en fait, de l'extérieur, je pense qu'il y a un côté un peu surprenant, justement, de basculer autant d'un thème à l'autre. Et justement, quand on passe d'un thème à l'autre rapidement, en tout cas dans mon cas, j'ai une bande passante qui est relativement limitée. Comment tu gères les idées? Comment tu les captures? Est-ce que tu gardes tout, tu fais confiance à ta mémoire et tu te dis ok, si c'est important, je vais m'en souvenir? Ou est-ce que
tu as une habitude de dire, OK, ça faut absolument que je le garde à l'esprit et je vais le noter à quelque part. C'est quoi ton... Est-ce que tu as un truc pour gérer ça? Parce que je pense que quand tu dois traiter beaucoup de sujets dans une journée, ça peut vite partir en ébullition, ton cerveau. Non, c'est un grand risque. Alors, le premier élément, c'est, au début, je faisais beaucoup confiance à ma mémoire. C'est vrai que j'ai quand même la chance d'avoir vraiment une bonne mémoire. Sur les sujets qui m'intéressent, en fait, ça reste. Donc, c'est une chance. Mais malgré tout, maintenant, en fait, avec l'activité qui est justement de plus d'accompagner des entrepreneurs, ainsi de suite, ça a démultiplié le nombre d'échanges. Et aujourd'hui, j'ai quand même tendance à utiliser en fait un outil qui est OneNote, en fait, tout simplement par thématique. Des fois, quand je parle avec les personnes, je me mets les bullet points, les points clés que je peux reprendre en fait quand j'arrive sur cette thématique, si d'un coup j'en ai besoin. Et ça me remet en fait dans l'ambiance. Des fois, c'est quelques points. J'ai pas besoin d'arriver en détail, mais juste quelques points me permettent de juste d'être dans l'ambiance et de me remettre au bon focus, au bon endroit par rapport au sujet que je vais traiter. C'est ça, et de raccourcir le temps de chauffe entre guillemets pour te mettre dans le. Exactement. Intéressant. Ouais, moi j'ai une mauvaise mémoire. Ça, et au final, on fait avec les cartes qu'on reçoit. Je pense qu'on peut l'entraîner, mais c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude de vraiment capturer mes idées au vol rapidement. Précédemment, on a bu ce café et tu me parles justement du podcast La Savane. Je dis ok, il faut, tu vois, direct, tac, j'essaie pour pas l'oublier. Et c'est toujours un sujet qui m'intéresse. Tu disais, tu as toutes ces activités, donc qu'est-ce qui t'a inspiré en fait à devenir justement cet entrepreneur agile, actif, ce sportif? Au bout d'un moment, tu as fait semi-pro, c'est juste, en volleyball? Oui. Tu arrives à quand même conserver un équilibre, on va en reparler, ça je trouve très inspirant, c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup parler avec des personnes qui ont compris l'importance de l'organisation. Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui? Alors, déjà, il y a le côté entrepreneur, on va dire. Cette base-là, je l'ai eue clairement de la part de ma famille, en fait, de mon grand-père, parce que j'ai fait mon enfance à Gland. Et en fait, au centre du village, il y a un bâtiment qui est assez connu parce qu'il y a en fait l'épicerie. Alors aujourd'hui, Gland a beaucoup grandi, donc ça a moins de sens. Mais quand j'étais gamin, c'était vraiment l'épicerie du village. Et il y avait la boulangerie du village. Et en fait, mon grand-père était propriétaire des deux et dirigeait les deux. Et moi, en fait, je vivais avec ma mère au-dessus, et mon frère au-dessus, en fait, de la boulangerie et de l'épicerie. Donc, et mes grands-parents vivaient aussi dans ce même immeuble. Donc en fait, j'ai vécu depuis tout petit, pendant des années, l'activité en fait d'entrepreneur. Alors, gestion d'un commerce, c'est différent à ce que je fais aujourd'hui. Mais donc, j'ai été baigné dans ce côté entrepreneurial où j'allais derrière la caisse quand j'avais 10 ans, pendant les vacances d'été. J'allais travailler avec lui quand je pouvais. Et j'adorais ça en fait. J'adorais. Donc ça, c'était vraiment l'inspiration. C'est vraiment mon grand-père qui m'a donné cette dynamique. Mes parents, je suis vécu après plus tard au Maroc. Et mes parents avaient un restaurant au Maroc. Donc j'étais aussi dans le restaurant. Donc j'ai toujours été bercé un peu dans cette dynamique d'entrepreneuriat. Après, le côté en fait agile, j'aime bien faire beaucoup de choses. J'aime le sport, mais je suis très compétiteur dans mon quotidien, donc j'aime l'efficacité. Et assez rapidement, je me suis rendu compte, celui qui va faire les choses la vitesse, c'est un élément important. En tout cas, dans le monde d'entreprise, pour moi aujourd'hui, c'est pas le plus gros qui gagne, c'est le plus rapide. Donc la dimension d'agilité, elle est quand même centrale. J'aime quand ça va vite. Et souvent, je trouve que les gens perdent beaucoup de temps, en effet, à vouloir faire du parfait. Et que ça ne sert pas toujours à grand-chose. En fait, le Swiss finish, comme on pourrait l'appeler, à des endroits, il a du sens qu'on fait des montres et des choses à grande valeur ajoutée, de luxe. Mais dans du quotidien et dans de la masse, on ne peut pas faire du Swiss finish partout. Pour moi, ça me semble très compliqué. Donc, d'être très agile, rapide. Les environnements changent vite. On le voit en ce moment. Il y a des énormes changements qui arrivent avec les États-Unis, Trump, ainsi de suite. On voit à quelle vitesse ça va. Et si on n'est pas capable de suivre ce mouvement-là, c'est quand même compliqué. Après, on peut discuter sur la philosophie, est-ce que c'est une bonne chose pour l'humanité, pour le monde. Ça, c'est un autre débat qu'on peut tout à fait avoir et je peux tout à fait l'entendre. Mais si on veut rester dans le monde, en tout cas dans lequel on est, la vitesse et l'entrepreneur doit être agile et l'entreprise, pour moi, doit rester extrêmement agile, plus hors bord que péniche, qui met beaucoup de temps à s'adapter. Ouais, je te rejoins sur le fait que je pense qu'aujourd'hui, il est plus important de pouvoir apprendre un métier en 6 mois que d'être bon à étudier durant 10 ans dans un métier qui n'existera plus, quoi. Et ça ouvre toutes les questions tu vois, moi j'ai un petit là en bas âge, je me dis ok, quand il sera en âge de choisir ce qu'il veut faire, à quoi ressemblera le monde. Évidemment, on va pas pouvoir parler de ça aujourd'hui, mais j'y pense de temps en temps, je me dis c'est impressionnant la vitesse à laquelle on accélère.
aider ton grand-papa dans ses activités à l'époque, boulangerie, épicerie, et aujourd'hui, tu as la tête de Silicom, c'est juste? C'est juste. Quelles sont tes activités quand tu es à la tête de... C'est combien de personnes Silicom à peu près? Silicom, c'est 8 ans de collaborateurs. Ok, explique-moi un petit peu, c'est quoi tes activités à la ttête de ce groupe? Déjà, pour comprendre en fait comment je fonctionne aujourd'hui au sein de Silicom, c'est vrai que ça vient quand même de ce que j'ai fait avant, où j'étais à la tête en effet où j'ai eu la chance de pouvoir créer un des plus grands bureaux de courtage d'assurance de Suisse, où on est passé de 3 collaborateurs à plusieurs centaines en fait en 10 ans, avec beaucoup d'acquisitions de sociétés. Donc, ce qui fait que j'étais très confronté à la taille, à des tailles différentes, des organisations différentes. Donc j'ai eu le temps aussi de progresser et puis d'apprendre tout simplement sur le tas en fait comment ça fonctionne. Donc quand j'ai vendu mes dernières parts dans Qualibroker et que je suis sorti complètement de l'opérationnel de Qualibroker, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Et j'avais en fait co-créé avec d'autres investisseurs, on avait créé cette société Silicom qui était dirigée par une autre personne à ce moment-là. Puis quand je me suis dit, tiens, j'aimerais revenir et potentiellement avoir un rôle dans l'opérationnel parce que secteur IT, du service, ça me parlait. Puis j'avais 42 ans à ce moment-là, j'avais pas envie d'être complètement en dehors, on va dire, de l'opérationnel à 100%. Donc je me dis, je veux revenir, mais sous certaines conditions, un certain fonctionnement. Et c'est là, en fait, aujourd'hui, comment je m'organise. J'aime dire, je suis presque plus comme un président exécutif que réellement un pur 100% CIO qui est là au non-stop. En fait, je m'appuie vraiment sur un comité de direction qui est très fort. Donc, vraiment des gens qui sont performants. Et pour moi, c'est essentiel de très bien s'entourer. Et j'essaye vraiment de passer mon temps sur le côté stratégique, en fait, clé. Et c'est quoi les étapes de demain? Donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des futures acquisitions. J'aime beaucoup le côté finance. Donc, je passe aussi du temps sur la dimension finance. Et puis, aussi le côté image, relation client. Alors, je vais pas faire de l'informatique avec les clients. L'informatique, c'est pas mon métier. J'y connais au final pas grand-chose. Mais par contre, d'avoir un très gros réseau en Suisse romande où je suis actif, c'est un petit endroit où tout le monde se connaît. Donc, d'être dynamique, de représenter la société. Je fais beaucoup de représentations aussi pour simplement mettre un drapeau de Silicom en Suisse romande qu'on puisse exister. Tout simplement. Sûr. Super. Donc, essentiellement... la stratégie, où est-ce que va la boîte, donc entre guillemets le rôle de boussole que devrait avoir, à mon avis, chaque CEO devrait avoir un moment dans son agenda où c'est que je me déplace. Et on en discutait durant le café, la plupart des gens ils sont plutôt en mode, la plupart des gens, une bonne partie des CEO sont surchargés, surbookés, tout le temps en réunion, sursollicités par les équipes, ont beaucoup d'emails. Et tu disais un truc intéressant, c'est que les gens, ça c'est pas forcément dans notre discussion précédente, c'est un autre podcast que j'ai écouté, mais il y a une sorte de badge d'honneur d'être débordé et de culpabilité d'avoir du temps libre ou d'être face à une page blanche. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Non, je pense que tu l'as bien résumé. Le rôle d'un CIO et d'un patron d'entreprise, pour faire simple, un entrepreneur, c'est vraiment en effet de prendre du temps sur où on veut aller, comment on veut aller, et c'est au niveau entreprise, mais c'est aussi au niveau personnel. Je pense que pour beaucoup de dirigeants d'entreprise qui sont propriétaires de leur société, il faut quand même on peut pas dire que les deux sont connectés, en fait, donc il faut être bien lucide. Moi, je rencontre aussi beaucoup de dirigeants qui me disent, voilà, je suis tout le temps débordé, j'ai pas le temps pour ma famille, j'ai pas le temps pour ça. Puis je leur dis toujours, c'est de votre faute, entre guillemets, c'est un choix. Même si j'ai pas le choix, je suis pris, non. C'est un choix. Il y a plein de choses pour mettre en place pour pas être pris. Et ça me semble essentiel. Moi, c'est un des conseils qu'on m'avait donné au tout début que j'avais monté Qualibroker. C'est une des personnes à qui j'ai monté Qualibroker, la personne qui s'appelle Jean-Maurice Caillé, qui m'avait toujours dit un bon CIO, c'est un CIO qui est disponible. Et ça m'avait toujours marqué. Et j'ai toujours, aujourd'hui, j'ai toujours cette phrase en disant il faut être disponible. Et je dis un CIO, et aujourd'hui, je vais même plus loin, je dis même un dirigeant, un chef d'équipe, même dans un département, dans une équipe de 10 personnes. Le responsable, il doit avoir la disponibilité. Et s'il n'est pas disponible, c'est qu'il n'a pas organisé son équipe correctement pour pouvoir se créer cette disponibilité. Et on est dans un monde où les gens ont besoin de disponibilité pour l'échange humain, les choses vont vite, et puis aussi pour avoir un recul nécessaire pour voir ce qu'on fait. Et dans l'entreprise, moi j'ai un rôle en effet de dire où on va, mais c'est aussi de m'assurer que ce qu'on est en train de faire au quotidien, on va bien dans la bonne direction. Et je suis plus en train j'aime bien ce terme de coacher directeur et directrice. Ça, c'est mon rôle que j'estime. J'ai un rôle de coach
et plus que de dirigeant, j'aime pas dire, on est une équipe, on est tous ensemble dans l'entreprise, et j'aime cette dimension de coaching, parce que les gens doivent entre guillemets, grandir, et on est tous, entre guillemets, coachés à un moment ou à un autre, et on faisait des parallèles tout à l'heure qu'on a bu un café sur le sport, tous les gars, même Roger Federer, il avait un coach, donc en fait, tout le monde a besoin un peu de quelqu'un, avec un peu de distance, et qui est capable de remettre, entre guillemets, l'église au milieu du village, ou les priorités, et je pense que mon rôle de CEO, comment je le vois, c'est savoir où on va, prendre le temps, être positionné sur certaines tâches très stratégiques où, entre guillemets, je suis le seul à pouvoir le faire parce que j'ai le plus de leviers pour le faire. Je donne un exemple. Si je vais acheter une société ou discuter pour acheter une société, le patron en face qu'on veut racheter, il veut parler au patron, il veut pas parler. Donc là, il n'y a que moi qui peux le faire. Donc c'est ma position. Hein. C'est pas parce que c'est moi, c'est ma position qui me force à être positionné comme ça. Et puis le dernier point, c'est coacher les équipes. Et plus je prends du temps et plus je coach correctement les équipes et je leur apporte de la valeur là-dessus, meilleurs ils vont être, plus j'aurai de temps et j'aurai de la disponibilité. Ça va ensemble. Effet de levier. C'est intéressant. C'est très intéressant. J'aime beaucoup ce rôle de coach. Je suis aussi moi-même coaché par une personne qui, des fois, a tendance à me dire, même si moi, je coach des gens pour qui, on va dire, évitent de se disperser, parce que la dispersion, c'est très, 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 très fréquent et ça peut vraiment te ralentir. J'ai moi-même aussi besoin de temps en temps d'une personne qui me dit plus tard ou pas maintenant, etc. Donc, je trouve ça très intéressant. Tu disais justement être disponible. Et moi, tu l'as dit dans plusieurs podcasts et ça ne m'étonne pas que c'est une phrase qui t'a marqué, en fait, une sorte de principe qui te guide. Comment tu concilies le fait d'être disponible pour les autres avec le fait d'avoir du temps pour toi, pour avancer sur des projets de fond? Par exemple, tu veux faire une acquisition, tu dois vraiment te concentrer. Comment tu concilies les deux? Alors, déjà, il y a 2-3... C'est une gestion un peu de priorité, en fait, le débat. Et j'ai beaucoup de temps, mais des fois, c'est de se dire, c'est quoi le temps le plus important? Donc, moi, il y a certains points où entre guillemets, typiquement le sport, je sais que si d'un coup, je fais 2 jours pas de sport, je vais être très désagréable dans mon entourage, ça va mal se passer. Donc, entre guillemets, je peux presque pas passer à côté de ça. Donc, c'est dans mon agenda, c'est structuré, et je le bouge pas. Sinon, ça devient vraiment compliqué dans mon quotidien. Après, j'essaie toujours d'allouer, en effet, j'essaie de mettre des priorités aux bons endroits. Et quand je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et moi je vois ça au quotidien dans mon travail avec mes collègues, très souvent, ils se mettent des pressions énormes. Ah, on devrait répondre à tel timing, dans tel... Puis je dis toujours, mais est-ce que vraiment c'est essentiel? Si demain, ton gamin, il est à l'hôpital, est-ce que vraiment tu as le fusil sur la tempe et puis pour le faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Et de réfléchir différemment. Alors, je dis pas ça pour dire, un client a besoin d'un deadline et puis on s'en fout, puis on répond pas. C'est pas ça l'idée, faut respecter ses engagements. Mais par contre, il y a quand même plein d'endroits où on se met des pressions, où on adresse une urgence d'une manière, dès qu'on est dans l'urgence, en fait, on réfléchit moins et donc on la structure moins, donc on est moins performant en fait de comment y répondre. Et donc j'aime aussi des fois anticiper et puis je pense que la préparation et l'anticipation, typiquement moi chaque lundi matin, c'est le truc que je fais systématiquement, je regarde mon agenda et vraiment je visualise ma semaine et ça m'arrive assez souvent. Alors, des fois ça énerve un peu mes collègues, mais c'est comme ça, ils savent que c'est un de mes biais, c'est que ça peut arriver d'un coup, je dis là je vous change telle séance, je la change pour la faire la semaine suivante, ainsi de suite, parce que je réalloue mes priorités durant la semaine par rapport à ma sensibilité, de comment aussi des fois par rapport à mon émotionnel. Ça peut être aussi d'un coup je dis tiens, ça je sens que je vais pas avoir l'envie de faire, pas l'énergie pour le faire bien, donc je vais être capable de le réallouer plus tard ou de le mettre à un autre moment. Typiquement, des fois tu peux avoir 4 rendez-vous dans la journée, puis je me dis mais je m'étais pas rendu compte quand j'ai pris, j'étais très enthousiaste de le faire, ces 4 séances, mais en fait je vais pas être bon. Donc est-ce qu'il n'y a pas une que je peux décaler, faire différemment, et j'ai pas de souci des fois à changer mon agenda pour mon confort personnel. Et le confort des autres aussi, mine de rien, parce que si tu arrives et t'es éclaté, entre guillemets, ou que t'es pas à ton affaire, entre guillemets, tu leur faire perdre du temps. C'est aussi ça, je pense, qui est intéressant à considérer dans la balance. Tu parles beaucoup de priorités, et je trouve que les priorités, c'est un sujet aussi très, très intéressant, parce que choisir, c'est renoncer, et beaucoup d'entrepreneurs se disent, OK, si je prends pas ce mandat, si je prends pas ce client, on se met dans le dur, et finalement, ils se surchargent. Qu'est-ce que tu dirais à ces entrepreneurs? Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je rencontre beaucoup. Évidemment, au bout d'un moment, on peut leur donner des conseils, mais moi, j'aimerais bien t'entendre par rapport à ton expérience. Au final, l'organisation, c'est allouer des ressources. Je donne priorité 1 plutôt que priorité 2. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont la difficulté à renoncer finalement via la priorisation? Alors, pour moi, l'élément central,
c'est déjà de bien maîtriser son environnement. C'est-à-dire que typiquement, le cas de l'entrepreneur, c'est je ne peux pas refuser ce mandat, où il y a ce client qui a cette obligation, cette exigence, c'est toujours, entre guillemets, c'est une valeur au-dessus de tout. Parce que derrière, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Après qu'on pose la question, c'est « mais si je ne fais pas ça, je ne gagne pas ma vie ». Et moi, je trouve toujours très intéressant d'échanger, alors j'aime bien la finance, c'est déjà je trouve qu'il n'y a pas assez, les entreprises ne maîtrisent pas assez bien de savoir où elles gagnent de l'argent, où elles en perdent, sur quels clients, comment ils ont segmenté leurs clients, pour vraiment, moi chaque année, je me pose la question dans l'entreprise, est-ce qu'on adresse les bons clients de la bonne manière? Et je remets en question aussi les clients, peut-être qui étaient, c'est triste à dire, mais les clients qui étaient le client il y a 3 ans, peut-être que 3 ans après, ce n'est plus le client. Je donne un exemple, Qualibroker, quand on a commencé à 3 collaborateurs, la PME de 3 personnes, c'était le client type et on était ravis de l'avoir et on se battait pour l'avoir. Quand on avait 300 collaborateurs, l'entreprise de 3 collaborateurs, c'était pas un sujet. Et malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Le rôle de l'entreprise, c'est de la Pareto. Moi, on regarde où 80% des revenus viennent, c'est 20% de l'énergie. Donc, c'est un point qui est central. Donc, je trouve déjà que les dirigeants ne maîtrisent pas assez bien leurs éléments chiffrés où ils en parlent. Parce que quand on connaît ces chiffres, puis qu'on a une stratégie pour dire ça, c'est un client que je veux adresser, ça, c'est un client que je ne veux pas adresser, ça change toute la dynamique. On peut prendre des décisions et on peut renoncer et pas juste sur du feeling. Moi, je déteste cette notion de feeling, ça me rend dingue parce que c'est d'une erreur. En fait, c'est de la... Il y a un côté un peu flemmard dans le feeling. C'est juste dire, c'est de la facilité pour pas vraiment analyser et puis pas se mettre face aux réalités du business. Et je crois pas à ça. Et on voit une grande différence entre une grosse boîte qui grandit vite, qui performe, et la petite PME du coin. C'est souvent sa capacité à mesurer ce qu'elle fait, savoir où elle gagne, savoir où elle perd, et d'avoir des règles claires. Parce que quand on est tout seul, on peut dire, ok, je vais au feeling sur ce client-là, ainsi de suite. Mais quand vous avez 200 collaborateurs, c'est plus possible. Et si tes collaborateurs passent leur temps à aller à des endroits où tu gagnes pas d'argent, et ainsi de suite, ta boîte, elle coule en 2 minutes et demie. Donc, il faut être très vigilant. Donc, très rapidement, il faut cadrer. Et en fait, on doit, en tant que dirigeant, et c'est ce qui est terrible dans les PME, moi, c'est ce que j'arrive toujours quand je conseille et je suis quelques PME, c'est que très vite, les collaborateurs sont d'accord. Et en fait, on arrive très rapidement à les amener au bon endroit. Mais celui qui dit toujours, en fait, oui à un truc qu'il ne devrait pas, c'est souvent le patron. Mais c'est clair. Parce qu'en fait, il dit, c'est un copain. Ça, et il n'a pas eu cette rigueur, c'est de la discipline, de dire non, j'ai une règle et je ne sors pas de cette règle. Et dans le business, on dit, tu dis oui, tu augmentes ton chiffre d'affaires, tu dis non, tu augmentes ton bénéfice. Et c'est basique, mais c'est central dans le business. Je l'avais noté, celle-là. Et j'en ai parlé à des potes de cette petite citation parce que tu en as parlé sur le podcast de Brian et je la trouve incroyable. Et même à mon niveau, petite boîte, je l'ai déjà expérimenté. De me dire, ok, plus tu dis oui, et plus tu augmentes ton chiffre d'affaires, mais pas forcément le bénéfice. Très intéressant. Et tu en as une autre de phrase qui est du même genre, et au bureau, ils l'entendent tout le temps, ça les rend dingues quand je dis ça, mais je leur dis toujours, moi je cherche pas du travail, on cherche du revenu en tant que dirigeant. Et ça, c'est un élément... Les gens, malheureusement, ont tendance à chercher du travail. C'est que demain, on a un collaborateur dans l'entreprise, on lui donne à faire du boulot, mais qui ne sert à rien, qui n'amène 0 revenu. Pour lui, c'est sa vie, c'est son monde. Il va croire que c'est très important ce qu'il fait. Donc notre rôle de dirigeant, c'est de dire, mais non, en fait, ça, c'est pas... il faut bien les orienter au bon endroit, où le temps qui passe, c'est pour générer du revenu à l'entreprise. Parce que si l'entreprise gagne de l'argent, eux, ils auront des meilleures conditions, on sera moins stressé. C'est toute la chaîne. On a un peu un tabou des fois en Suisse, de dire, l'entreprise ne doit pas gagner de l'argent, ainsi de suite. C'est très... Mais il faut que l'entreprise gagne de l'argent, c'est essentiel. Les entreprises où les gens qui perdent de l'argent, c'est où les collaborateurs sont le plus souvent très maltraités, il y a des tensions, des pressions, c'est une catastrophe. On le voit pas tout de suite, mais sur la durée, c'est vraiment mauvais. Auparavant, tu étais chez Qualibroker et puis tu m'as dit que tu étais passé en télétravail. Précédemment, tu travaillais beaucoup avec les gens, tu les suivais. Je crois que ça a été difficile pour toi, non, de prendre de la distance, sauf que au moment où tu as dû passer en télétravail, tu as pu le faire. Donc, tu as pu prendre cette distance. Je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais la question, c'est pour toi, parce que ça, c'est aussi le cas des patrons, comment tu fais pour lâcher le bébé, prendre de la distance et, on ne va pas dire quitter l'opérationnel, je pense que c'est important de boots on the ground, donc d'être toujours là, de temps en temps à les voir, mais comment tu fais pour être moins impliqué sur des petits détails du quotidien et laisser les équipes faire leur job? Alors, j'avais quelque chose assez facile depuis le début. J'avais facilement à déléguer le travail. Ok. Mais c'était très compliqué pour moi pour déléguer la décision.
C'est deux choses différentes, déléguer le travail, déléguer la décision. Et si on veut vraiment avoir de la distance puis que les gens grandissent dans l'entreprise, il faut aussi déléguer la décision. Mais pour moi, c'est très, très compliqué. Et j'avais tendance, en fait, à aller dans les bureaux. Ouais. À cette époque-là, on avait déjà des directeurs, des responsables, ainsi de suite. Puis c'est vrai que quand je voyais des choses, j'avais tendance à intervenir un peu sur le stratégique et un peu à court-circuiter en fait. Alors que je savais intellectuellement, je savais que c'était une mauvaise chose, mais c'était plus fort que moi. Je voyais et mes collègues, directeurs et directrices, me disaient mais tu me casses les pieds, tu m'as court-circuité. Puis ils avaient raison. On avait cette relation que j'ai toujours eu très directe, en fait très transparente. Ils me disaient mais là tu fais le con, entre guillemets. Bien sûr. Et donc, c'est une erreur de faire comme ça. Et puis, à un moment donné, vous avez raison, mais je n'y arrive pas. Donc, j'ai commencé à décider, pour y arriver, j'ai pris cette mesure, mais c'était en 2018, donc c'était bien avant le Covid. J'ai pris cette décision de ne plus aller au bureau. Donc, de ne plus aller à aucun bureau. Et j'ai mis mon bureau à la maison. Et puis j'allais faire des séances au travail, dans la salle de conférence, ainsi de suite. Mais je ne me rendais plus au bureau quotidiennement, plus aucun des bureaux. On avait plusieurs bureaux à ce moment-là, plus aucun bureau. Et ça m'a beaucoup aidé. C'était dur au début, mais en fait, de mettre cette distance, c'est marrant, c'était loin des yeux, loin du cœur. Et d'un coup, entre guillemets, ça me stressait beaucoup moins en étant loin. Et je me suis rendu compte que les choses fonctionnaient tout aussi bien. Le seul point que j'ai dû mettre en place, et parce que j'ai quand même besoin un peu de contrôle, c'est un peu contrôle freak dans mon fonctionnement, donc d'être un peu trop loin, des fois j'allais me dire, je craignais cette perte de contrôle, donc il me fallait quelques indicateurs clés, après ça dépend des activités, des types de business, mais j'ai mis quelques indicateurs juste pour me rassurer, pour me dire, on va quand même dans la bonne direction, on va dans le bon sens, et puis en discuter avec les différents responsables, et puis ça a joué très bien, et aujourd'hui au sein de Silicom, j'ai directement appliqué exactement le même modèle. Je n'ai pas de bureau, les collègues ne me voient pas ou peu au bureau, mais c'est très transparent avec eux. Et je leur ai dit, voilà, c'est mon fonctionnement, j'ai plein d'autres activités, je fais plein d'autres choses, et je ne peux pas être là au quotidien, c'est pas mon modèle. Bien sûr. Et mes collègues, eux, sont là, et prennent le temps avec les collègues, et c'est leur job, et ils le font très bien et mieux que moi. Moi, il y a deux choses qui me marquent dans ce que tu dis. Le premier, c'est je savais, mais je ne le ressentais pas. Je sais qu'il faut que je mange du brocoli, mais face à une pizza, je prends la pizza. Je tire le trait. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est le gap pour que tu ressentes dans tes tripes qu'il faut faire A plutôt que B. Il faut que je mange du brocoli quand on m'expose une pizza, ou alors il faut que je ne dise rien quand je vois ceci, peut-être dans ton cas. En fait, ça passe par une période où tu vas faire quelque chose différemment, quoi. Je l'ai contourné en fait, le problème. Et on arrive sur le deuxième truc que je trouve très intéressant, c'est que tu as travaillé sur ton contexte. Et j'ai l'impression... Moi, je suis convaincu, mais j'ai aussi l'impression, en échangeant avec des gens, que ceux qui réussissent le plus rapidement à combler le gap entre je ressens et je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je ne le fais pas, je sais ce qu'il faut que je le fasse et je le fais, c'est une question de contexte, c'est-à-dire je vais me placer dans le bon contexte plutôt que d'utiliser ma volonté, ma motivation, etc. Et je trouve ça super intéressant, un petit peu comme Ulysse qui s'est attaché au mât de son navire pour ne pas succomber au chant des sirènes. Il avait déjà compris que on ne pouvait pas vraiment faire confiance à notre volonté, quoi. Et ok, super intéressant. Donc si vous nous écoutez toujours, prenez ça avec vous, testez de nouvelles choses et puis observez. Et ça, c'est aussi, je pense, intéressant. Je veux bien avoir ton avis, mais quand tu amènes un changement, de dire, on teste et on regarde comment ça évalue. J'espère, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu travailles comme ça, toi, ou pas forcément? Alors, non, complètement. Moi, je pense... moi, j'ai un peu un côté... j'ai pas trop peur. C'est-à-dire que j'ai tendance... En fait, on a fait... Voilà, de nouveau, au Qualibrocon, on a fait beaucoup d'acquisitions, donc on a pris beaucoup de risques, beaucoup de changements tout le temps. Donc au bout d'un moment, on est en changement permanent. Donc on devient un peu le sportif du changement. Donc on a plus cette crainte comme au début de la moindre petite virgule qui change, qu'on n'est pas bien. Mais c'est clair que les gens surestiment l'impact de ce type de changement. Les gens croient toujours, si je change ça, ma boîte va complètement se transformer. C'est comme le gars qui va au fitness, qui commence le fitness, puis qui dit, oh non, je vais pas aller trop, parce que t'imagines, j'ai pas envie d'être trop costaud. Je vais devoir changer mes chemises. Voilà. J'ai déjà entendu. Voilà, exactement. Mais on est exactement là-dedans. Et en fait, avant que tu changes de chemise, il va se passer un peu de temps, quoi. Dans les boîtes, c'est la même chose. Mais en fait, c'est des excuses qu'on se donne pour se rassurer, parce qu'en fait, c'est vraiment, on se rassure. Et je pense qu'il faut aller en avant, et puis on peut revenir en arrière, on peut adapter, mais il faut bouger. Ne pas bouger, c'est le pire. Oui, c'est clair. Moi, j'essaie toujours, quand je prends des décisions, on parlait d'indicateurs, moi, c'est une règle du pouce. Première question, c'est est-ce que c'est réversible? Si ça ne l'est pas, je vais prendre mon temps. Oui, c'est différent. Parce que je me dis, ok, voilà, si c'est réversible, en règle générale, je suis assez rapide, quoi, sur la décision. Ok, on est dans
dans un podcast qui s'intitule Process Advantage. J'aimerais bien comprendre un petit peu à quoi ressemble le processus pour un client idéal qui arrive chez vous, donc chez Silicom, et quelles sont les étapes par lesquelles il passe. C'est un exercice que je compte faire avec mes invités, alors peut-être pas tous les invités, mais en tout cas ceux qui sont entrepreneurs, qui ont une entreprise, pour aider les gens qui nous écoutent à penser en mode processus, c'est-à-dire quitter le truc hiérarchique, horizontal, enfin l'organigramme par département, et se dire, ok, plus inviter la personne, l'auditeur, à se dire, ok, penser en mode processus. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement te guider et te dire, je vais te poser des questions et ensuite jusqu'à la fin. Moi, j'ai ma petite feuille, ça me fera un petit schéma. Mais en gros, un client, et tu peux aussi dire, des fois, je sais pas, parce que des fois, tu es peut-être trop loin, et tu dis, écoute, là, je sais pas, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en gros, un client idéal qui arrive chez vous, comment il vous découvre ? Première étape, comment il vous découvre ? Aujourd'hui, clairement, les clients qui nous découvrent, hormis en effet le bouche à oreille, c'est vraiment, je pense, le côté réseau. On est assez actif aujourd'hui sur LinkedIn et on est également actif par des événements entrepreneurs. Notre clientèle est de la clientèle PME en Suisse romande. Donc, on croit beaucoup à cette proximité entrepreneuriale, de compréhension de l'entrepreneur. Donc, en fait, on communique et on fait des événements liés à l'entrepreneuriat. Typiquement, on fait pendant la Foire du Valais le rendez-vous des entrepreneurs. C'est plus de 350 dirigeants qui se réunissent autour de l'entrepreneuriat pendant la Foire du Valais. Et c'est Silicom qui l'organise, qu'on le co-organise. Donc, voilà, c'est un endroit où ils peuvent nous connaître. Et donc, ils vont pouvoir nous contacter assez rapidement par ce biais-là. Ok, et donc là, admettons, il y a l'entrepreneur qui vous contacte. Qu'est-ce qui se passe ? Il va vous écrire, il va t'appeler un message. Comment ça se passe ? Ça arrive directement dans l'entreprise ? Il y a deux modèles. Il y a soit ceux que je vais connaître qui vont m'appeler direct, ou faire un mail directement. Et puis il y a ceux qui vont contacter simplement l'entreprise, en fait, ça peut être par email, par téléphone. Et en fait, on a une direction commerciale, donc c'est la direction commerciale qui va y répondre. Donc la personne, elle vous contacte. Ok, et puis ensuite, elle va, j'imagine, discuter de ses besoins. Parce qu'en fait, chez Silicom, c'est quoi le service ? Je sais que c'est digitalisation de la PME, mais en gros... On fait deux métiers principaux. Le premier, c'est l'infrastructure informatique. Donc, c'est pour que l'informatique fonctionne dans une PME, que l'ordinateur s'allume tous les matins, que les collaborateurs on puisse répondre à leurs questions s'ils ont un bug, et puis qu'il y ait bon niveau de sécurité également dans le monde d'aujourd'hui, c'est important. Donc, c'est vraiment de l'infrastructure. Et l'autre sujet, c'est vraiment ce qu'on appelle ERP CRM, donc c'est de l'outil de gestion de l'entreprise qui va de la comptabilité au site internet, ça peut être une boutique en ligne, à générer les factures, suivre les stocks. Donc c'est des outils qui sont très larges, c'est toute la gestion. Et ça, on est intégrateur pour Microsoft. En fait, on utilise les outils de Microsoft pour le faire. Exclusivement de Microsoft pour le faire aujourd'hui. Ok, donc Microsoft, ils ont des CRM, quoi. Ils ont un CRM qui est le deuxième, qui s'appelle Dynamics, Microsoft Dynamics, qui est le deuxième. Ça, je sais même pas, voilà, ça doit être immense, mais c'est gigantesque. C'est très gros. En fait, dans le monde, il y a Salesforce qui est le numéro 1 mondial, et puis Dynamics est un très grand du marché puisque c'est Microsoft. Et puis tout ce qui est ERP, donc on appelle de comptabilité, gestion de stock, gestion au sens large. Ça s'appelle Business Dynamics. C'est Business Central, comme il s'appelle. Ça change de nom tous les 6 mois, mais voilà, Business Central. Et ça, c'est un produit que les gens connaissent pas forcément en Suisse, parce que c'est un peu plus récent. Ça s'appelait Navision à l'époque, peut-être que certains entendront le nom, mais ça a beaucoup évolué. Mais l'avantage, c'est que Microsoft a quand même des produits qui sont complètement interconnectés. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus de sens de se dire, je pars de mon Outlook, de mon CRM. Aujourd'hui, LinkedIn, Microsoft est propriétaire de LinkedIn, faut pas l'oublier. Donc tout est connecté et on va faire des liens entre tout ensemble. Donc ça a beaucoup de sens d'avoir le même outil partout, et on gagne beaucoup d'énergie à pas faire des bridges, des ponts entre les différents outils et ainsi de suite. Donc Microsoft est très fort là-dessus. Donc il y a une énorme demande sur ce secteur. Donc là, votre client, il discute avec... en fait, avec le service, tu disais acquisition, non commercial, on a un département des ventes, en fait. Voilà, ils discutent, négociation, il y a une offre qui est établie, etc. Admettons, c'est le feu vert, ils signent, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors,
pour aller dans le côté processus, en fait, les services techniques vont déjà être mis en place assez tôt. C'est-à-dire que le commercial va prendre le besoin, mais très rapidement, il va connecter en fait le service technique pour ce qu'on appelle sizer, pour dimensionner l'offre. Parce que typiquement, dans l'infrastructure informatique ou dans l'ERP CRM, il faut comprendre un peu l'environnement, ainsi de suite. Donc très rapidement, la partie technique va rentrer en discussion et l'offre va être générée par la partie technique. Et par la partie commerciale. Ce qui aujourd'hui est des fois un challenge pour moi, parce que je trouve que c'est un combat. Le commercial veut vendre, il veut que ce soit facile, puis le technique, il veut que sa vie elle soit plus simple après, donc il va tout le temps dire non. Et des fois, moi, venant du commercial, typiquement chez Silicom, aujourd'hui, je me bats. Je trouve que le curseur, des fois, on est trop technique et on n'ose pas assez s'engager, typiquement, et ça me dérange. Donc, c'est un curseur que je suis en train de travailler pour le ramener un peu plus propre. Propre à ce qui me semble juste dans le marché. Et donc, voilà. Donc, ça va partir là, l'offre va partir, le client va la signer, et puis après, en fait, on va démarrer avec la dimension technique, qui va être une petite partie d'audit pour prendre en considération qu'est-ce qui est vraiment existant. On va aller avec les mains dans le cambouis pour vraiment voir comment c'est structuré, et puis après, on va délivrer en fait le projet. Alors, c'est un service qui s'appelle Delivery, qui va venir délivrer en fait le projet selon ce qui a été défini et validé lors de l'audit. Parce que l'audit, elle nous sert un petit peu à avoir comme un cahier des charges en fait de ce qu'on doit faire exactement. Alors, il y a des clients qui font ce travail en amont, c'est-à-dire qu'ils font un peu ce travail d'audit avant, puis ils nous disent voilà l'audit, un peu un appel d'offres, voilà ce que vous devez délivrer. Puis des clients PME qui sont moins structurés, puis ils disent voilà où j'aimerais arriver à la fin, mais ils n'ont pas le chemin pour y arriver. Donc l'audit va nous permettre de décrire en fait comment arriver à leur objectif final. Et donc il y a cette phase d'onboarding, installation du système. Et ensuite, il y a un suivi, j'imagine, sur la durée, ou finalement, c'est quoi, une sorte d'abonnement? Après, il y a en effet vraiment un service qu'on appelle un service manager, qui est un service récurrent, où vraiment on va suivre l'entreprise dans la durée pour maintenir déjà que tout ce qui est sécuritaire soit bien en place, pour les évolutions. Il y a un nouveau collaborateur qui arrive, qui part, tout ce qui est mouvement. Tiens, on a un nouvel outil métier qui est arrivé, il faut le connecter à notre serveur en termes de sécurité. Voilà, donc il y a toutes les nouveautés de l'entreprise. Puis aussi tout le côté support. Donc c'est-à-dire que les collaborateurs qu'utilisent au quotidien, malheureusement, l'informatique, contrairement des fois à ce qu'on peut croire, c'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus complexe. Donc des fois, il y a des bugs, ça joue pas. Donc ils nous appellent pour qu'on vienne libérer, tiens, une imprimante nouvelle qui est arrivée, ça marche pas. Donc il y a des choses assez triviales en fait, mais qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et là, en fait, on a un département support que l'entreprise peut contacter et simplement que les collaborateurs peuvent appeler directement pour y répondre. Tu as entendu parler je crois que c'est Klarna ou Clara, l'entreprise qui a outsourcé une grosse partie de son support à un algorithme intelligence artificielle. Tu en penses quoi? Est-ce que c'est dans les pipelines chez vous? Alors, c'est dans les pipelines, oui et non. C'est-à-dire que nous, on est convaincus que c'est un sujet, c'est vraiment un sujet. Il faut bien réfléchir à où il faut mettre le curseur, pour pas que ce soit trop... Parce que les gens n'ont pas envie non plus d'avoir que des gens, que ce type de modèle. Mais malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on a qui pourraient être répondues sans problème par un algorithme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de prendre, vraiment de sonder pour avoir toutes ces questions et avoir de la data, pour après, en fait, maîtriser puis commencer à mettre des choses en place. Mais on a tellement d'autres sujets, encore le support, parce que on est sur de la PME et moi j'ai envie qu'on ait un support qui soit une dimension humaine, avec aussi une vraie compréhension de la PME. Et ça, c'est le gros challenge. Moi qui viens pas du tout du monde de l'informatique, c'est le gros challenge que je vois, c'est qu'on est quand même comme en deux mondes, en tout cas sur la PME, deux mondes qui ne se parlent pas. C'est-à-dire que dans plein de sociétés, en fait, les boîtes informatiques parlent avec des informaticiens chez les clients, dans les entreprises. Si on prend une grande entreprise, tu vas chez Nestlé, en fait, tu parles au département informatique. Donc, ils se parlent, entre guillemets, entre techniciens, en spécialistes. Mais quand on adresse de la PME, on parle à un chef d'entreprise, c'est pas son métier, l'informatique. Et pourtant, les boîtes informatiques ont tendance à répondre de la même manière que si c'était un informaticien. Et là, il y a un vrai décalage. Et moi, j'ai envie qu'on se positionne, parce que moi, j'ai une vraie compréhension, je pense, de la PME et du chef d'entreprise. J'ai envie qu'on se positionne à cet endroit-là pour répondre vraiment comme un entrepreneur et de changer un peu le côté de la boîte informatique où le mec, il nous dit, non, mais c'est logique, cliquez, CTRL-V, machin, à droite, c'est absolu, alors qu'on ne sait même pas de quoi il parle, quoi. Très intéressant. Moi, dans ma philosophie organisologique, si je peux l'appeler comme ça, les systèmes d'organisation, ils sont composés de 3 éléments. Tu as les outils, les méthodes et puis les actions. Donc en gros, et c'est l'élément le moins performant de les 3 qui va définir la performance globale du système. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure brosse à dents, plaquée or, la méthode recommandée par le dentiste de George Clooney. Si tu te brosses les dents une fois par mois...
je pense que tu serais déjà parti de ce podcast, tu vois. Et là, en fait, comme je comprends, vous installez surtout des outils, logiciels outils. Est-ce que vous fournissez un soutien sur l'onboarding, méthode, utilisation de l'outil? Parce que moi, ce que je vois souvent, j'ai été salarié, c'est tenir le nouvel outil et au revoir. Et good luck. Et good luck. Donc, et je pense que ça, c'est autant important que l'outil. Parce que des fois, moi, j'ai l'impression que l'outil est adéquat, adapté. Et parce qu'on a un problème de méthode ou alors de comportement, on va se dire « Ah merde, c'est pas le bon outil, donc on va repartir sur un changement de système. » Alors que si on avait lu le manuel ou si on avait fait un petit peu de formation, un petit peu de coaching, comme tu disais, le rôle du dirigeant, moi aussi je te rejoins là-dessus, il y a la boussole mais aussi le coaching, on aurait peut-être pu éviter un changement d'outil. Donc ta position par rapport à ça et Silicom? Complètement aligné avec ce que tu dis. Le challenge pour nous, alors sur la partie support, de façon surprenante, c'est pas le plus compliqué, parce qu'en fait, il y a de la masse. Donc, comme il y a beaucoup de volume, très vite, si les méthodes sont complètement à côté ou les comportements complètement à côté, on va vite le voir, parce qu'il y a beaucoup de masse. En fait, les problèmes arrivent très rapidement. Ça dérive assez vite. Donc, ce qui fait qu'on a quelqu'un, typiquement chez Silicom, qui pilote ça, et vraiment la dimension méthode-comportement est essentielle. On a toute une équipe aujourd'hui, on est toujours en amélioration, bien évidemment, mais on y travaille au quotidien. Ce qui est plus challenging, c'est des fois dans d'autres endroits où en fait tu as moins, typiquement si on parle de l'onboarding d'un nouveau client, tu vois, si tu as 20 nouveaux clients par an, c'est déjà des fois beaucoup. Donc par contre de voir les erreurs, de voir les dérives, elles sont plus compliquées et pourtant elles sont essentielles, de voir la méthode, de voir le comportement, mais c'est plus dur de la tester. C'est plus dur. C'est plus difficile. Et je pense que là, en effet, il y a typiquement, quand tu me le dis, ça résonne en moi. Et je me dis, tiens, ça me fait un point. Ça me fait un point de dire, on doit être plus vigilant par rapport à ça. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est difficile à voir. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Exact. Et moi, typiquement, j'ai tendance, quand j'ouvre un outil, tu vois, moi, je lis pas le manuel, tu vois. Ça doit fonctionner. Et ma femme, elle est bien meilleure, tu vois. Elle va dire, attends, tu t'énerves, attends, pose-toi, t'as lu le manuel? Non, lis le manuel, tu vois. Et souvent, ça marche. Et j'ai l'impression que, alors, ça dépend de la personnalité, etc. Ça dépend de beaucoup de choses, mais tu as des personnes qui pourraient vraiment améliorer le potentiel de l'outil et l'utilisation. Alors, l'outil fait beaucoup, C'est clair, si ta brosse à dents, t'as pas de poils sur la brosse à dents, ça va pas le faire. Mais peut-être, justement, il y aurait un aspect méthode et encore une fois, comportement aussi dans le sens, ok, j'ai pas le bon comportement, est-ce que mes outils sont bien configurés? Premier truc, est-ce que je suis dans le bon contexte? Toi, c'est ce que tu as fait. Tu dis, ok, j'ai tendance à avoir de la peine à ne pas m'immiscer dans les décisions de mes collaborateurs. Je les paye pour prendre des décisions, mais je vais quand même faire une partie de leur travail. Donc, je prends de la distance. Donc, je travaille sur le contexte. Et donc, je me dis, ça peut être intéressant d'avoir un regard là-dessus. Bref, une fois que les gens sont onboardés, satisfaits, ils voient l'amélioration, est-ce qu'il y a un témoignage client, recommandation, comment ça se passe de ce côté-là? On a un système en fait, après, dans le cadre du support, on a un système de sondage. Donc en fait, on a un sondage de qualité un peu en permanence qui nous permet de voir un petit peu l'évolution de la qualité. Et en fait, on a après une personne qui est attitrée pour chacun de ses clients et qui va faire de façon périodique, alors ça va dépendre de la taille de l'entreprise, des besoins, va faire en fait des séances périodiques pour faire des points de situation, puis dire est-ce que ça correspond aux attentes, est-ce que tout va bien, et c'est là où en fait la partie recommandation peut avoir lieu en fait. Top. Tu vois, là, le petit exercice que j'ai fait, j'aime bien le faire pour comprendre la boîte. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire « je comprends un petit peu mieux comment ça se passe et qu'est-ce qui va se passer. » Et ensuite, j'aime bien aller dans le détail, tu vois, refaire exactement la discussion qu'on a eue, mais par exemple, au niveau de l'onboarding. Ok, bon, on va pas le faire évidemment parce qu'on irait trop dans le détail, mais c'est comme ça que je compte introduire les prochaines fois les processus des entreprises. Et c'était chouette. Moi, en tout cas, je comprends beaucoup mieux ce que fait Silicom maintenant. C'est chouette. Pour revenir sur la partie processus, quand tu parles de processus chez un chef de PME, parce que Silicom aide l'entreprise à optimiser ses processus. En partie. Vous ne faites pas que ça. Non, mais sur la partie ERP, CRM, on est vraiment là-dedans. C'est notre métier. Est-ce que tes clients, quand ils arrivent chez toi, ils sont là, ok, je suis chaud, c'est parti, on met en place des processus? Ou est-ce qu'ils sont plutôt réticents à cette idée parce que pour eux, processus est égal prison? Alors, déjà, pour moi, je pars du principe que
toute entreprise, tout modèle est un processus. C'est-à-dire un non-processus, quoi. Partout, il y a des processus. Après, ils sont non connus ou non documentés, ou ainsi de suite. Mais partout, il y a d'avoir laissé, entre guillemets, un dirigeant qui ne serait pas occupé de ça, dans sa boîte, il est bourré de processus. Ouais. Mais il est peut-être différent après de chaque personne, mais il y a des processus partout. Ouais. Donc, ils ne sont juste pas structurés. L'avantage, en fait, de venir sur une dimension d'un outil, comme toujours, l'informatique, c'est structurant. Ça nous oblige en fait à mettre au centre, de se poser la question, ok, mais en fait c'est quoi le bon processus? Donc on peut le remettre en question. Et aussi c'est un alignement énorme, parce qu'elle permet de dire, ah mais tiens, il y a Jacques qui fait comme ça, Pauline elle fait différemment, puis dire, mais c'est quoi la méthode de demain? Donc là, je pense que vraiment l'informatique aide à structurer. Maintenant, les gens, ce qu'ils disent, viens demain. Il y a deux types de profils. Il y a celui qui dit, oui, commencez demain. Ouais. Ça, on a quelques-uns vraiment qui disent, ah oui, demain je veux révolutionner l'outil. Puis très vite, ils se rendent compte que, avec ton triangle, c'est très intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un débat d'outils. L'outil, c'est qu'une pierre, mais il y a en effet la méthode, le côté comportement, c'est essentiel. Et il y a une dimension d'adhésion. Quand on parle de l'adhésion du digital, on est là-dedans. C'est l'adhésion de l'outil, c'est pas simple. Et souvent, les gens sous-estiment l'adhésion de l'outil. Donc, c'est une typologie de client. Puis il y a une typologie de client qui dit, non, en fait, souvent, c'est trop coûteux, j'aurai jamais l'adhésion des équipes, on est un peu, ça prend beaucoup de temps, on est un peu là-dedans. Dans les objections. Dans les objections. Et en fait, ça se prépare. Et souvent, il faut pas... Des fois, ce que je vois dans les entreprises, et qui est une erreur, on fait tous les mêmes erreurs là-dessus, et dans plein de secteurs différents, c'est qu'on croit, en fait, on va se lever un matin, puis on va dire, je vais mettre l'outil en place, puis j'aimerais que dans 3 mois, ça a réglé, puis c'est des gens qui sont passés de rien à tout du jour au lendemain. Mais c'est impossible. Il faut du temps pour mettre les choses en place. Et en fait, le problème, c'est que les gens, plus ils commencent tardivement, plus ils vont mettre du temps à rentrer dedans. Donc moi, ce qu'on dit aux entreprises, mais commencez avec une petite chose, quelque chose peut-être de simple, puis on commence une première étape, et une deuxième étape, et une troisième étape. Et quand on rentre dedans, il y a aussi des collaborateurs qui rentrent dans une mécanique de compréhension et de gain d'énergie, de gain de temps. Ça élimine aussi beaucoup d'avoir un alignement sur les processus, du fonctionnement de l'entreprise. Ça génère aussi, enlève des frustrations aux collaborateurs. Parce que souvent, quand il y a une zone grise, il y a quelqu'un qui la comble dans la société, parce qu'il faut bien que ça se fasse. Bien sûr. Alors soit ça se fait pas, puis c'est le client qui en pâtit, soit ça se fait, mais il y a un collaborateur qui est frustré, qui va au-delà du normal. Et ça va tenir un temps. Mais à un moment donné, cette personne, peut-être que ça va la frustrer. Puis si elle part, d'un seul coup, on se rend compte, mince, cette zone grise, on ne l'avait pas vue, puis c'est qui va le faire? Et puis avant qu'on s'en rende compte, il y a peut-être 3 clients qui ont été pas contents. Donc je pense que c'est essentiel pour rééquilibrer et se rendre compte bien de qui fait quoi, comment. Après, pour moi, on ne s'enferme pas dans un processus que disais que c'est une prison. Pour moi, c'est tout l'inverse. L'organisation, le processus, c'est justement pour sortir, de ne pas être enfermé par le feeling, on a l'habitude de faire comme ça, et de pouvoir mesurer ce qu'on fait. Et quand ce qu'on mesure, tu as dit un truc très juste, ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Donc si on ne connaît pas son processus, on ne peut pas l'améliorer. C'est juste. Alors que si on le sait, on peut améliorer. Et il faut commencer quelque part pour commencer à améliorer. Ouais, je rebondis sur cet aspect-là. Alors moi, je sers à l'heure actuelle aussi des entreprises, mais de taille beaucoup plus petite. Je dirais, mon client idéal, on parlait de client idéal, on va dire qu'il a jusqu'à 10 employés. Mais déjà là, moi, je vais coacher plutôt l'entrepreneur et je vais lui dire, voilà, est-ce que tu as des process en place? Est-ce que tu connais ton process? Pas forcément pour tout, mais simplement pour, dans les grandes lignes, ton flux de valeur principal. Est-ce que tu as des checklists pour les trucs importants où ça merde souvent? Est-ce que tu es prêt si demain tu dois déléguer quelque chose? Est-ce que ça peut être fait rapidement, etc. Et pour moi, le meilleur moment, c'est justement quand tu as une petite taille, idéalement quand tu es seul. Parce qu'ensuite, les personnes qui rejoignent l'entreprise, tu peux leur dire, nous, on bosse comme ça. Et tu n'as pas le conflit de te retrouver tout d'un coup avec, on est 200 personnes et on va commencer à mettre en place des processus. Tu as beaucoup de gens qui se cachent derrière le feeling aussi. C'est ah oui, non, mais il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de mails, il y a beaucoup, ok, mais c'est quoi le beaucoup, d'où ça vient, etc. Alors que le processus, c'est beaucoup plus cadré. Et donc, et je te rejoins sur cet aspect de le plutôt le mieux. Le plutôt le mieux. L'enjeu, c'est, en tout cas, moi, ce que je trouve, l'enjeu, c'est comment faire comprendre aux gens le plus tôt possible. Et je crois que, pour aller dans ton sens, au-delà, parce que tes processus, de toute façon, quand tu vas grandir, ils vont beaucoup évoluer, parce que ce que tu fais à 200, tu ne le fais pas à 10, les choses changent.
ce qui est important par rapport à ça, c'est cette dimension en fait, moi j'appelle ça de clarifier les choses. Parce que de nouveau, je suis convaincu qu'il y a du processus partout, puis les gens se débrouillent très bien des fois sans que ce soit, entre guillemets, verbalisé, mais quand même de le verbaliser. C'est une culture, en fait, de verbaliser les choses, de l'inscrire. Ouais. Moi, typiquement, je suis vraiment pas le meilleur pour ça. Moi, j'ai tendance à être... j'ai beaucoup de choses en tête, en fait, puis je fonctionne tout seul à plein de niveaux, donc je suis pas le meilleur pour le verbaliser. Et j'ai toujours des gens autour de moi, justement, qui étaient plutôt forts sur ces sujets-là, pour eux, les mettre en avant et structurer, cadrer, et ça aide énormément les personnes, et c'est très très confortable après par la suite. Et c'est un débat de culture. Après, quand c'est dans l'entreprise, quand on grandit, c'est beaucoup plus facile de faire évoluer les gens. Je trouve aussi, quand tu as un système en place qui tourne, d'ailleurs, je crois qu'un système complexe qui fonctionne a toujours évolué d'un système simple qui fonctionnait. Tu peux rarement créer, tu vois, je sais pas, on va chez une PME, tu montres demain une PME où il y a tout qui tourne, machin, ça, c'est le résultat de quelque chose de simple qui a bougé dans le temps. Et on revient sur ce sujet que tu disais. Voilà, il faut donner du temps au temps pour les changements. Et donc, une personne qui aimerait faire du copier-coller, ça ne va pas fonctionner. Non. Parce que ce n'est pas adapté à sa culture, à son mode de fonctionnement, etc., etc. Mais pour moi, ça doit rester simple. Question de la taille. Moi, c'est un process, il est compliqué. On ne l'utilise pas. C'est une catastrophe. Bien sûr. Il faut que ça soit vraiment simple. Comment tu concilies agilité et processus ? Tu disais l'entreprise d'aujourd'hui se doit d'être rapide, en tout cas dans ta philosophie. Pour beaucoup, le processus est synonyme de lenteur. Est-ce que c'est juste, que c'est pas juste ? Et comment conserver de l'agilité tout en profitant de l'avantage d'un processus ? Alors, de nouveau, quand on parle de lenteur, pour moi, c'est lent si on le décide. C'est-à-dire que peut-être qu'on dit, tiens, c'est plus lent. Parce que, reprenons le processus de Silicom, je prenons cet exemple-là, c'est clair que je pourrais me dire, en fait, le commercial, il fait l'offre lui-même, il ne pose pas la question à la tech, ça irait beaucoup plus vite, il sortirait l'offre dans la journée. Mais le problème, c'est qu'après, j'aurai un risque d'intégration et ainsi de suite. Donc, on prend la décision d'intégrer la tech pour avoir quelque chose qui soit directement bien efficace, bien au bon niveau. C'est un choix d'entreprise. Bien sûr, c'est un peu plus lent, mais c'est un choix. Donc, pour moi, je pense qu'il faut bien décider qu'on voit bien le fonctionnement de l'entreprise, savoir à quel endroit on veut être un peu plus lent. Et pourquoi on veut être plus lent ? Parce que je pense que c'est aussi important d'expliquer aux gens pourquoi on prend des décisions et on va dans des directions. Et puis, à quel endroit on doit garder de l'agilité et de la vitesse. Et ça, c'est vrai qu'on est dans une PME, puis on a encore une direction qui est encore petite. C'est assez facile, en fait, d'encore driver les équipes et de garder moi j'appelle ça du bon sens, en fait. C'est de garder de l'agilité au bon endroit, parce qu'il y a des endroits où vraiment il faut en garder, c'est essentiel. L'intérêt pour moi du processus, c'est de le rendre visible. Parce que là, ce que j'ai fait avant, ce petit schéma sur un coin de ma feuille, c'est un début de cartographie, quoi. Mais ce que j'aime bien faire avec mes clients, c'est ensuite dire, on va prendre une partie de cette carte qui pose problème, où il y a plein de clients, où c'est lent, où il y a des pertes, et on va refaire ce même exercice un peu plus dans le détail avec les équipes, et ensuite on va l'implémenter. Et faire en sorte que, typiquement, si on voit, je prends un exemple, mais une offre qui se transforme à différentes étapes. Donc il y a le contact client, ensuite il y a peut-être des documentations qui sont faites, des emails qui sont échangés, qui sont directement accessibles dans cet élément. Ensuite, cet élément se transforme en devis. Ensuite, cet élément se transforme en offre. Et ensuite, cet élément... Et donc, en fait, tu as vraiment un transfert comme ça. Ce que je trouve intéressant quand on peut le visualiser, mais concrètement, c'est-à-dire sur un écran, on peut voir où tout d'un coup, ça bloque. C'est-à-dire goulet d'étranglement. On se dit, OK, là, il y a vraiment pas assez de monde, ou un problème de méthode, ou il y a quelque chose... On n'a pas la solution au problème. Mais tant qu'on le garde dans la tête et dans des fichiers Excel et dans des trucs, machin, c'est très difficile de voir où c'est que ça bloque et on aurait tendance à mettre des ressources là où on n'a peut-être pas forcément besoin. Et ça rejoint une phrase de Goldman que je trouvais intéressante. Il y a eu Goldman, je crois, peut-être que j'écorche son nom, qui disait toutes les ressources qui sont investies ailleurs que sur un goulet d'étranglement sont du gaspillage. Parce que pour le client final, il n'y a pas un gros changement. Est-ce que vous proposez, est-ce que vous offrez ce genre de solution de pouvoir voir où c'est que ça coince, soit de manière visible, comme je l'ai montré, très concret, parce que ça peut fonctionner sur un tableau blanc, tu mets des post-it, c'est le Kanban, c'est des trucs, des méthodes agiles ou du management visuel, ou alors via des indicateurs où dire, OK, là, il y a un problème. Alors, dans le cas de Silicom, c'est-à-dire, comme tu l'as compris, c'est notre métier de tous ces process ERP, CRM, ainsi de suite. Donc nous, en fait, on a des gens
les principales personnes qui travaillent sur ces thèmes-là au sein de Cedicom ne sont pas des informaticiens, parce qu'en fait aujourd'hui, comme on fait du Microsoft, on fait de la paramétrisation. On a un peu de développement, mais très léger. C'est qu'aujourd'hui, il faut paramétrer l'outil. Donc, en fait, notre métier principal, c'est de faire vraiment du business analyst. Donc, en fait, nous, dans l'entreprise, on a des business analysts. Donc, c'est des gens qui viennent de la finance, d'HEC. Donc, on a vraiment des personnes orientées processus, en fait, et compréhension de l'entreprise. Donc, oui, notre job, c'est justement d'aller prendre et de verbaliser, de rendre visuel ces éléments de processus et de les discuter pour être sûr qu'on va dans le bon sens. Et c'est une grande partie du travail. En fait, c'est de bien pouvoir mapper, visualiser, poser les bonnes questions. Puis après, dès que tout est très clair, de le mettre dans la machine et de faire en fait adapter l'outil à la stratégie. Vu les outils d'aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était différent. Il y a 15 ans, ça aurait été un autre sujet. Mais aujourd'hui, c'est devenu extrêmement simple, en fait. Donc, on est vraiment sur des métiers très, très analytiques. Et d'ailleurs, c'est un de nos challenges, parce qu'on a beaucoup de peine à trouver des ressources sur ces secteurs-là. Parce qu'en Suisse, c'est des métiers qui ne sont pas aussi structurés. Mais en France, ils ont vraiment des cursus complets sur l'organisation, sur l'analyse, sur le processus, beaucoup plus poussés que ce qu'on a sur Suisse. Donc, on doit aller chercher des profils un peu partout pour nous aider sur cette thématique-là. Ouais, intéressant. En tout cas, moi, quand la pièce est tombée, quand ça a tilté, la phrase, on revient sur savoir versus ressentir, mais quand j'ai commencé à analyser mes activités, et c'est un exercice qu'on peut faire même avec une toute petite boîte, c'est-à-dire, OK, où c'est que ça bloque, où c'est que ça merde, entre guillemets. Je me suis dit, mais en fait, je ne mets pas mes efforts au bon endroit. Et je pense que c'est une question qui doit constamment être répétée. On en revient sur les priorités, se dire, OK, est-ce que c'est vraiment là? Où sont mes bons clients, etc. Analyser les chiffres. Et avoir des processus qui sont visibles, je pense que c'est vraiment un avantage considérable pour la prise de décision, quoi. Grosse question maintenant, comment est-ce qu'on met des processus qui sont utiles dans une entreprise? Parce que moi, j'ai fait de l'ISO et on peut vite... je sais que ça se fait dans certaines entreprises qui veulent simplement la qualification, le stempel pour pouvoir ensuite être éligible à certains marchés, etc. Et donc, on va prendre un gars qui va cartographier dans l'ombre au fond de son bureau, on ne sait pas trop ce qu'il fait, puis tout d'un coup il va passer sa journée de certification et puis ça passe. Moi je suis contre ça fait beaucoup de mal au processus et à l'utilité de l'organisation. Comment est-ce qu'on met en place, admettons là il y a un entrepreneur de PME qui nous écoute, il se dit chouette, les processus ça peut être intéressant, par où tu commencerais toi? Quels seraient tes conseils que tu lui donnerais pour que ça reste utile et qu'on ne se retrouve pas dans une usine à gaz? Je dirais, voilà, comment moi je fonctionne en fait, comment je réfléchis le processus. Pour moi, j'en vois deux différents. C'est qu'il y a vraiment celui qui a une pain, qui a vraiment une douleur pour l'entreprise. Et celui-là, c'est celui souvent qui est le plus facile à voir parce qu'en fait, on entend, ça vient du client pas content, ça vient des collaborateurs qui se plaignent. Donc après, il faut faire la différence entre du bruit et la réalité de la douleur, parce que dans l'entreprise a très souvent tendance à avoir du bruit, mais qui n'est pas de la vraie douleur. Donc il faut quand même écouter la vraie douleur, mais à un moment donné, quand même les choses se retranchent, quoi. Quand il y a un client qui se plaint à un endroit, quand il y a un truc qui joue pas. Et donc de travailler aux endroits où il y a une douleur et une pain, c'est quand même ce qui est le plus logique. Et en fait, c'est à l'adhésion la plus facile des collaborateurs souvent, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est compliqué et c'est difficile, donc ils sont prêts au changement et ils vont être participatifs. Donc moi, j'ai tendance à commencer là. Après, ce que je trouve, le deuxième type de process que je trouve le plus intéressant, mais qui est le plus compliqué, mais qui a un impact plus grand, c'est vraiment celui qui est stratégique, où l'entrepreneur peut avoir une vision pour dire, tiens, si on change notre façon de faire, mais là, souvent, on est un peu en amont et on est un peu seul dans le désert à y réfléchir. Et ben en fait, ça peut être un game changer, ça peut changer notre position, notre rentabilité. Donc là, c'est vraiment un processus une façon de fonctionner. Alors, je pourrais dire, l'AI, c'est le bon exemple qu'on a aujourd'hui. On dit, tiens, demain, si on change, on met tant de trucs à l'AI, on va être capable de transformer l'entreprise de cette manière-là. Mais on n'a pas besoin de l'AI pour transformer l'entreprise. Et ben, c'est vrai que ça, c'est quelque chose où ça a un impact très fort sur le business. Par contre, ça demande beaucoup plus d'énergie parce que souvent le pionnier, c'est l'entrepreneur qui a la vision, qui pousse et ainsi de suite. Puis il va falloir convaincre tout le monde. Puis pour tout le monde, des fois, les gens ne vont pas voir en fait le résultat final. Ils vont s'arrêter au problème à court terme. Et donc, on doit vraiment expliquer, être leader pour les amener là. Et là,
ce type, par contre, si on a une vision, parce qu'il y a des dirigeants qui n'ont aucune vision là-dessus, parce qu'ils n'ont pas du tout de process, ils ne sont pas forts là-dedans, donc c'est comme ça. Mais celui qui a de la facilité, puis qui est capable d'amener une différence dans son processus, il est capable de faire des changements gigantesques et de faire une différence de business énorme. Donc c'est aussi des process qui sont intéressants à transformer, ou en tout cas à réfléchir, pour amener un changement majeur dans l'entreprise. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est de réfléchir comme on l'a fait un petit peu avec une feuille de papier, en mode par où mon client passe, ce genre de choses, où c'est que... Ou faire du benchmark. Je te donne un exemple, parce que je vais donner avec des exemples concrets. C'est que sur Qualybroker, on avait un truc, un process qui était compliqué, qui marchait très bien, qui était en fait, on reçoit beaucoup de documents des clients. Donc, quand on a l'assurance, on reçoit beaucoup de courriers des clients, et on recevait donc des centaines de milliers de documents dans chacun des bureaux, sur toute la Suisse, ainsi de suite. Puis chaque collaborateur devait scanner, mettre sous pli, sortir. Voilà. Donc ça prenait beaucoup de temps. Alors, l'argument numéro 1, c'était de dire, voilà, le travail est réparti entre les personnes. C'est aussi un côté où chacun connaît son client, donc c'est pratique. Et nous, très rapidement, moi je dis, mais on perd trop d'énergie. En plus, c'est des postes qui coûtent très cher, ces gens qui faisaient ce travail-là, parce qu'ils faisaient ce travail-là à 5%, mais ils faisaient des choses avec plus de grande valeur ajoutée à côté. Donc, on les payait très cher pour ce 5-10% de leur temps. Donc, en fait, on a mis en place un outil qui est une GED, mais une GED plus, très, très puissante, avec de la reconnaissance assez puissante. Puis, on a mis une équipe en place pour centraliser tout ce travail de scannage, de ce qu'on appelle le tag dans la partie, de vraiment dire ce document il doit être classé comme ça. Ça va plus loin que parce que comme ça aussi on a un classement qui est millimétré, ainsi de suite. Mais là on a mis 18 mois pour le sortir, mais ça a été très long. Les gens nous ont dit mais vous êtes des fous, ça sert à rien, c'est une erreur, ainsi de suite. Et après 18 mois, clairement moi je pouvais mesurer qu'on avait une rentabilité qui était plus forte, parce que on était beaucoup plus efficace grâce à ça, on allait beaucoup plus vite. C'est que pour scanner, on a pu mettre une machine, c'est banal, mais mettre une machine qui scanne 1000 documents minute, alors qu'avant on avait une à chaque endroit qui était moins performante. Des gens qui faisaient ça toute la journée, donc qui étaient en plus qui étaient meilleurs. Puis en plus, eux, c'était leur job et ils avaient un rôle important. Ils étaient valorisés. Donc eux, ils disaient, je veux faire bien mon job. Alors que celui qui a 20 autres tâches plus importantes, qui a celle-ci qui lui casse les pieds, il va le faire pas bien. Donc c'est une catastrophe. Et ce qui était incroyable, et ça, moi, je l'avais pas anticipé. Sincèrement, je l'avais pas fait pour ces raisons-là. J'avais plutôt une notion de rentabilité dans ma tête. Mais ce qui a été un impact énorme, c'est que les collaborateurs, le fameux qui était, on appelle un gestionnaire, qui avait dans son 5% de son temps, 10% à gérer ces trucs-là, pour lui, c'était un enfer. C'était la hantise. Et quand les gens, des nouveaux collaborateurs venaient faire ce travail-là, ils disaient, mais c'est génial votre truc, j'ai plus à faire ce scannage, à faire ce courrier, ainsi de suite. Donc en fait, les gens qui venaient chez nous disaient, mais moi j'ai plus envie de revenir, si je vais postuler à la concurrence, ils ont un modèle à l'ancienne où je dois revenir à ça, donc j'ai plus envie c'est tellement une peine, tellement une douleur pour eux qu'ils n'avaient plus envie de revenir dans ce modèle-là. Donc c'était aussi un moyen de garder des collaborateurs, les talents qu'on n'avait pas du tout anticipés. Bien sûr. Mais c'était un point positif. Donc je dis, intéressant. On a pu améliorer le EBITDA, donc le bénéfice, mais en plus améliorer le confort des collaborateurs. Donc c'était un double effet et c'était extraordinaire. Donc tu es en train de me dire que même auprès des assureurs, ils n'aiment pas la paperasse? Ah, mais on déteste ça. Ok. Non, mais petite joke, petite plaisanterie, super intéressant. Cet exemple-là, elle est venue où l'idée, tu te souviens? Est-ce qu'elle est venue en observant, en prenant du temps parce que moi je dis souvent, t'es CEO, tu dois passer minimum 1-2 heures à réfléchir au fonctionnement de ta boîte par semaine. Tu vois, genre en mode process, stratégie, voilà. Est-ce que toi, c'est arrivé durant un de ces moments-là ou c'est en discutant avec des autres entrepreneurs qui sont dans le domaine? Benchmark? C'était quoi? C'était un mix de plusieurs choses. Je pense que c'était des discussions, ça s'est fait sur plusieurs mois, la réflexion. Ça s'est venu sur le fait déjà des gens qui me présentaient des outils. Moi, j'aime quand même toujours écouter, je suis assez digital, donc j'ai toujours écouté un peu les nouveaux outils et ce qui se fait pour essayer de comprendre, puis après essayer de le retranscrire de comment on pourrait le mettre en place dans notre réalité. Puis après, c'est d'échanger avec les collègues, leur réalité. C'est quand même de parler avec les gens, en fait, quand même de comprendre. Et en effet, à force, on s'est dit, mais pourquoi pas? Puis on a tiré la pelote, puis on a commencé à faire un premier projet, un deuxième projet, puis on a commencé à se dire ah ouais, ça a du sens, puis au début c'était une petite partie, puis on a fait grandir au fil de l'eau, puis après ça a pris une ampleur beaucoup plus importante en fait. Donc en fait c'est quand même de la co-construction. Ouais, donc en fait tu me dis si j'ai mal compris, mais tu es allé par itération, c'est-à-dire tu as d'abord testé, je sais pas, la machine, tu dis purée elle est beaucoup plus performante, ensuite tu t'es dit on va tester la machine, la nouvelle imprimante avec ses collaborateurs, tester, c'est comme ça que ça s'est fait? Tout à fait. Au début, l'idée, c'était de se dire, on va centraliser le scan et on va mettre des gens qui coûtent moins cher pour scanner
et on va le centraliser, ce qui va nous simplifier. En guillemets, c'était ça la base. Après, on s'est dit, mais attends, on peut en fait rendre compte, on peut en fait, taguer, mais donc voir automatiquement les OCR, on peut lire, voilà, là, j'ai cherché le terme, la lecture automatique de documents, qui permet de lire en fait le document et de prendre des informations. On s'est rendu compte qu'on pouvait aussi remplir automatiquement notre ERP, notre outil de gestion grâce à ça. Donc en fait, c'est par itération. Et ce processus, il a évolué tout au long de la vie de l'entreprise. Puis après, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il a moins de sens avec les AI, avec d'autres choses. C'était il y a quelques années maintenant, mais en tout cas, il faut toujours, je pense, y réfléchir. Et il y a beaucoup de gains à avoir. On a gagné beaucoup avec ça. Ouais, je t'entends là. Les mots-clés, c'est quand même, il y a le mot rentabilité, finance. Donc je pense, quand tu as tes chiffres, tu te dis, attends, mais là, il y a un truc qui coince, ou tu te dis, mais c'est le temps qu'on passe, ou peut-être les gens qui se plaignent de devoir scanner. Il y a plusieurs éléments tout d'un coup qui... Et puis, il y a un débat de taille, parce que quand tu as 10 collaborateurs, tu as peut-être en fait une personne, ça te coûte une demi-personne ce truc par... donc, il y a un peu de pain, mais c'est pas l'horreur. Mais d'un coup, quand tu as 250 collaborateurs, tu te rends compte que cette histoire, elle te coûte peut-être 400 ou 500 000 francs par année. Ouais. Donc d'un coup, le levier, en fait, c'est beaucoup plus marquant. Donc en fait, tu dis d'un coup, attends, là, il y a un vrai sujet. Alors que des fois, quand c'est plus petit, c'est ce qui est des fois challenging dans les plus petites structures, c'est qu'il y a des vrais problèmes, mais comme ils sont, tu vois, c'est des petits sujets, puis en fait, c'est des petits montants, puis tout le monde est un peu multitask, on a de la peine à se rendre compte vraiment c'est dur d'être hyper efficace à tous les niveaux dans une structure petite, parce qu'il y a plein de métiers, puis chacun va prendre un petit bout. C'est vrai qu'en grandissant, ça me semble plus simple d'être performant, de bien organisé, puis de bien diviser les tâches. Bien sûr. Ok, intéressant. Est-ce que tu penses que les processus favorisent l'arrivée des talents d'une manière générale? Là, alors ton exemple, c'est oui, mais est-ce que d'une manière générale, ça favorise l'arrivée et la rétention des talents dans une entreprise? Ou, à ton avis, tu penses que les talents aiment bien être vus comme des talents et donc peut-être plus montrer qu'au feeling, c'est plus performant? Pour répondre à cette question, je vais l'aborder de la manière suivante, c'est l'arrivée de talents, je ne crois pas que le processus va venir des talents, je n'y crois pas trop, parce que c'est très interne à l'entreprise, donc celui qui est à l'extérieur, on peut lui raconter toutes les histoires. Nous, on disait typiquement, dans le cas de Quality Broker, on disait aux gens, mais vous verrez, on a un outil, c'est incroyable. On rachetait des boîtes, on disait, vous verrez, on a un outil qui est incroyable. Les gens disaient, mais non, ça va être la catastrophe. Et puis, on les forçait, puis 3 jours après, ils disaient, c'est extraordinaire. Mais on devait les pousser, parce qu'ils ne seraient pas venus naturels. Donc, j'attendais, arrivez pas. Rétention, oui. Après, le talent, le sens est large. Et moi, je me méfie toujours un peu du one-man show talent. Moi, je préfère une équipe performante qui fonctionne bien ensemble. Je crois vraiment à la performance collective plus qu'à la performance individuelle du talent, entre guillemets, un peu la diva. Et c'est clair que celui qui est un peu diva et puis qui va dire non, mais moi, j'ai besoin de mon, entre guillemets, de pouvoir m'exprimer, de ces processus me cassent les pieds parce que moi, je suis meilleur que les autres et je sais mieux faire. Pour moi, c'est des gens qui sont dangereux dans l'entreprise. Pour moi, on a toujours... Pourquoi sont-ils dangereux ? Ils sont dangereux parce que on doit toujours être au service pour moi, de l'entreprise et de l'ensemble. Et de nous, on parlait de levier tout à l'heure. Et celui qui dit je suis le meilleur ou je crois bien fonctionner, ainsi de suite, il va être bon que sur lui-même, en fait. Alors que c'est intéressant d'avoir un fonctionnement de collectif. Et même s'il est très fort, 4 fois meilleur que n'importe qui, il n'aura jamais l'impact et la performance d'une équipe qui est en marche, qui fonctionne bien ensemble, en fait. Et après, il y a une notion aussi de nocivité. Des gens qui sont comme ça, souvent, sont un peu nocifs dans les cultures d'entreprise. Il y a des gens qui sont excellents. Des fois, il faut les garder. Faut un peu pas tout est blanc et noir, c'est un peu gris, il faut les amener, mais ils ne peuvent pas être au-dessus de l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que les processus doivent toujours, le fonctionnement de l'entreprise doit être au-dessus de ces gens-là. On peut trouver quelques légers aménagements, mais il faut quand même qu'une grande partie soit suivie parce que sinon, c'est au détriment des gens et de l'entreprise. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser à beaucoup de choses. Premier penseur, Peter Drucker, qui disait le job d'une entreprise, c'est de réussir à faire de l'excellence avec des gens normaux. Donc je trouve que c'est intéressant de réfléchir comme ça parce qu'on entend souvent parler ils font des talents, la course au talent, tu vois. Certains entrepreneurs sont là, non, si ça fonctionne pas, c'est que j'ai pas les bonnes personnes et forcément, évidemment, c'est bien d'avoir des gens très compétents, c'est clair. Bien sûr. Mais je pense que c'est aussi intéressant de se préparer à la situation où il y en a peu sur le marché, donc comment on fait et comment on fait aussi pour, dans le cas où le talent, je sais pas, prend un congé de maternité, le talent est malade, le talent, etc. Donc il y a le talent par l'entreprise et comment on fait pour limiter la casse. Puis ensuite, il y a une histoire que j'aime bien expliquer pour montrer l'effet limité du talent, c'est si je commande une pizza en ligne, je presse, ok, je suis débité et la personne, l'app me dit dans 30 minutes, tu as ta pizza.
en fait, le pizzaiolo, ça peut être le pizzaiolo le plus talentueux de la planète. Si derrière, le gars qui me l'amène en scooter, il sait pas utiliser un GPS, il se plante, etc., et que ma pizza, elle arrive froide, moi, en tant que client, la valeur de ce talent, elle est très, très limitée, quoi. Et encore une fois, je trouve que c'est intéressant de réfléchir comme ça. Est-ce que tu penses que pour qu'un entrepreneur puisse quitter les opérations, réduire le temps passé dans les opérations, est-ce qu'il faut des processus en place ou est-ce que tu as vu des gens qui ont quitté des entreprises ou qui, tout tournait, n'avaient pas de processus en place? Alors, pour quitter entre guillemets, le day-to-day, ainsi de suite, avant le processus, ainsi de suite, je pense que le premier blocage, c'est quand même un vrai blocage avec soi-même. On en a parlé tout à l'heure un petit peu au café, mais c'était ce côté un peu sauter dans le vide, oser se lancer, oser déléguer, oser faire confiance. Donc il y a plein de combats avec soi-même, avec la dimension processus. C'est-à-dire que on peut avoir plein de processus, si on n'a pas envie de lâcher l'affaire et d'être à tous les niveaux, on lâche pas l'affaire et on est dans tous les thèmes. Donc bien évidemment, la première étape, si on veut un peu sortir, c'est il faut être clair avec soi-même et puis être capable de se lancer un peu dans le vide par rapport à ça. Après, le deuxième point, le côté processus, bien sûr, plus l'entreprise est bien organisée, plus ça va être simple, mais avant même de ça, il y a quand même le côté aussi de s'entourer. Moi, je mettrais, il y a le débat avec soi-même, s'entourer, et après le processus. Le côté entouré, c'est clair que moi, typiquement, je suis sur Silicom, j'ai vraiment une super équipe de direction qui sont tous anciens entrepreneurs, anciens dirigeants qui ont l'habitude et tout ça. Je peux avoir les meilleurs processus du monde. Il y a quand même des moments donnés où il faut décider, il faut valider, ça fait partie du processus, mais il faut une décision. Bien sûr. Et il faut de l'expérience pour prendre cette décision. Donc le fait que le STEM ne vient pas chez moi, c'est justement parce que j'ai des gens qui sont capables de prendre la bonne décision, en tout cas une décision qui me semble avérée dans notre culture, pas toujours bonne, mais en tout cas ils savent pourquoi ils la prennent, et ça c'est beaucoup les gens en fait qui nous aident quand même à sortir. Donc moi je suis très sensible à ça, c'est quand même de bien m'entourer avec des gens avec qui on peut bien travailler et puis qui vont avoir cet ADN, parce que moi j'ai connu des dirigeants, typiquement quand j'ai fait un peu ce changement en étant plus distant, il y a un ou deux dirigeants que j'avais responsables, que j'avais dans mon équipe, avec qui ça fonctionnait plus en fait. Parce qu'ils avaient l'habitude que je prenne toutes les décisions, que je micromanage, ainsi de suite. Puis d'un coup, quand j'ai pris la distance, ils étaient paumés, puis ils étaient pas bons à ça. Donc il faut aussi avoir des gens autour de soi qui sont forts où on est plus faible. Typiquement, le sujet finance, j'ai beaucoup de facilité en finance, donc depuis toujours. Donc j'ai besoin d'avoir des équipes de responsables s'ils sont moins bons en finance, c'est pas très grave. Moi, je vais être capable de compenser très rapidement, très facilement. Par contre, typiquement, dans la gestion du quotidien, ils sont bien meilleurs et ils sont plus assidus que moi, donc ils vont être plus forts. Donc, il y a aussi cette dimension humaine. Bien sûr, le processus à la fin, il faut l'avoir et on est meilleur. Mais je crois quand même qu'il y a un débat avec qui on s'entoure et comment on fonctionne, en fait, de bien se connaître et de performer par rapport à ça. Moi, je te rejoins, je pense, même si je suis sur un podcast où l'idée, c'est de creuser l'avantage des processus. J'ai invité un ou deux entrepreneurs sur ce podcast qui me disaient, comme toi, je leur présentais le concept, ils me disaient « Ah non, en fait, on a justement ce problème de processus. » Et je lui disais « Mais alors, comment tu as fait pour tenir ?» Et il disait « les personnes. » Donc, ça rejoint. Oui. Mais après, il disait « Et le problème, c'est que si ces personnes partent, tu vois ?» Et je trouvais intéressant, quoi. Il y a une sorte de dualité. Idéalement, tu vas engager des gens compétents, t'entourer de gens compétents, qui mettent en place des processus qui tourneraient, ou en tout cas qui encaisseraient leur départ, quoi. Alors oui, c'est intéressant. Je dirais oui et non. Moi, je suis des fois extrême dans mon approche là-dessus. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui est directeur d'un département puis qui porte une équipe de 15, 20, même des sous-chefs, entre guillemets, il y a 2 niveaux en dessous, ainsi de suite. Moi, ce que j'aime leur dire, c'est vous êtes vraiment presque chez vous, bien sûr, vous devez vous organiser. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'on dise aux gens, vous devez faire tel objectif, vous devez prendre telle décision, vous avez telle responsabilité, mais vous n'avez pas les mains libres de décider. Donc les processus, c'est essentiel parce que ça permet d'avoir un cadre. Mais je veux aussi dire à ces responsables pour dire, si tu vois qu'il y a des choses par rapport à ta sensibilité, par rapport à ton efficacité, bien sûr, on va challenger, il va défendre dans un comité de direction, ainsi de suite. Mais je trouve aussi intéressant de laisser la liberté à ces responsables de pouvoir mettre leurs pattes. C'est ça. Et pour apporter, parce que peut-être qu'ils ont, et c'est aussi ça, si on veut avoir des gens de qualité, il faut les laisser s'exprimer. Ah ça c'est clair. Parce que ça prend beaucoup qu'on dit ces fameux talents. Alors, j'aime pas le terme talent aussi, je trouve que c'est pas le bon terme, mais de toutes les personnes, tout le monde a des choses à apporter. Mais le problème, c'est que si on leur donne pas la capacité de s'exprimer et d'apporter leur façon de faire,
ça marche pas, en Clairement. fait. Et on les perd, en fait, au bout d'un moment. Clairement. Alors que quand ils ont mis leurs pattes, franchement, quand ils mettent leurs pattes, ils ont la liberté, ils peuvent fonctionner, ils peuvent partir, bien évidemment, mais il y a quand même une certaine rétention quand même beaucoup plus forte. J'ai l'impression. Ouais. J'avais lu un livre qui s'intitule Outliers, je sais plus l'auteur, où il analyse justement des CIO qui ont surperformé le marché avec leur boîte et tout ça. Et le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils donnent énormément d'autonomie en fait. Et il disait l'autonomie est addictive. Beaucoup plus addictive que l'argent. Mais chez les profils qui acceptent cette autonomie. Il faut les gens pour ça. Et ils expliquaient, ça m'a fait penser à ton histoire, et il expliquait bien, alors je peux plus te dire lequel de ces CEO, mais il disait quand ils ont commencé à décentraliser, donc à ramener les décisions sur le terrain, ils ont viré en gros, c'est à l'américaine, hein, mais ils ont viré tout le middle management. Mais en fait, dans l'année qui a suivi, 50% des chefs restants qui devaient à nouveau prendre des décisions ont démissionné. Ah, intéressant. Et je trouve ça assez intéressant. Cool. Conseil pour les dirigeants de PME qui aimeraient mettre en place un ou plusieurs processus dans leur entreprise. On a vu, commencer là où c'est douloureux, ou alors réfléchir sur l'ensemble, faire quelque chose de stratégique. Je trouve que c'est aussi intéressant la douleur, parce qu'on peut rallier les troupes plus rapidement. Hein. On utilise la douleur comme ennemi commun. C'est plus facile. Donc c'est plus intéressant. Maintenant, ce que je te propose, c'est on migre un peu, on quitte la partie processus et on termine sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est aussi en lien avec les processus, mais plutôt de l'organisation personnelle. Moi, j'ai écouté pour préparer ce podcast, évidemment, plusieurs d'autres podcasts que tu as fait. Et à t'écouter, c'est facile, tu sais. Tu dis, mais moi, je blogue, je mets du temps, j'utilise un agenda pour m'organiser. Toi, hormis l'agenda, que tu sens bien maîtriser, notamment en mettant du temps qui est bloqué pour ce que tu as envie de faire au moment venu, comment tu t'organises ? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à gérer tout ça et ces différentes activités ? Est-ce qu'il y a 2-3 éléments qui te semblent évidents et pas tant évidents pour les autres ? C'est toujours la grande... Bon, déjà, je pense... Je le prends comme un thème en soi, l'organisation personnelle. C'est vrai qu'on en a aussi un peu parlé avant. Donc, je le réfléchis comme un processus du reste que je peux avoir dans une entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi l'analyser. Qu'est-ce que je fais de juste ? Qu'est-ce que je fais de faux ? Comment je peux y arriver ? Donc c'est aussi, de nouveau, il y a beaucoup de gens qui croient que du jour au lendemain, ils vont passer à bosser 12 heures par jour, puis la semaine d'après à 4 heures par jour. Ouais. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps, c'est un apprentissage, il faut un peu de lâcher prise, il faut trouver ses fonctionnements personnels, et ainsi de suite. Donc déjà, je pense que c'est un travail, de nouveau, il faut commencer, et c'est une chose par une chose, par une chose, par une chose qu'on y arrive, et c'est pas en faisant des grands renversements. Ouais. Souvent, les gens, ils croient qu'il faut renverser la table. Je sais pas. 1er janvier, c'est parti. Voilà, on est là-dedans. Moi, je crois pas du tout à ça. Je crois pas du tout à ce modèle-là. Donc déjà, et aussi de prendre le temps de s'analyser. Moi, encore aujourd'hui, en tout cas une fois par mois, j'analyse mon agenda et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, comment je peux optimiser ça. Typiquement, je te donne un exemple de 2024. Je m'étais rendu compte à un moment donné, j'avais trop de lunch qui étaient planifiés des fois 6 mois à l'avance. Ouais. Puis je me disais, mais mince, là, cette semaine, j'ai 4 lunchs, parce qu'en fait, j'ai tout planifié 6 mois à l'avance, puis je me suis bloqué 4 lunchs, puis en fait, j'ai pas envie de faire 4 lunchs dans la semaine, c'est trop, machin, ainsi de suite. Donc je me suis dit maintenant, voilà, une règle que je me suis mis, c'est de dire, j'essaie de plus fixer de lunch au-delà de 4 à 6 semaines. J'essaye. Bien sûr. Et ça marche pas. Mais, alors c'est clair que ça, c'est un premier point. L'autre élément central, et puis ça, c'est connecté à ça, et t'as vu le lien direct, c'est la discipline. Ouais. Et ça, je pense que, par contre, quand je parle avec beaucoup de dirigeants, et ça, c'est vrai que là, je vois une différence avec beaucoup de personnes. En fait, ceux qui ont beaucoup de temps, qui fonctionnent bien, je vois pourquoi ils sont performants. Ils sont souvent très disciplinés. Et je vois beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas disciplinés. Et ça, c'est vrai que... Alors, d'où ça vient ? Pourquoi ? Moi, je n'étais pas du tout très discipliné jeune, vraiment pas. Mais avec le temps, la valeur est tellement importante de ce temps que moi, j'ai une discipline un peu robotique. C'est un peu extrême. Je connais des gens qui sont encore pires que moi, des gens qui sont encore plus disciplinés. Mais quand même, j'ai quand même une grosse discipline. Ouais. Donc ça, c'est un côté qu'il faut accepter. Quand je fais mes séances du lundi matin, je dis que c'est une demi-heure. C'est pas... Moi, ça m'arrive très souvent de timer. Je fais des séances de direction.
je les time. C'est-à-dire Ouais, que je dis aux gens, on a tant de temps de parole, c'est un peu casse-pied, mais parce qu'on veut être performant. Bien sûr, donc sûr. je veux que ça aille vite. Donc voilà, il y a des moments où on peut partir, mais on a tendance à trop accepter de digresser à des endroits où il n'y a pas de sens et il n'y a pas autant de valeur que ça. Je préfère avec mes collègues de direction dire on bosse 3 heures et puis on time tout ce qu'on fait, puis on sort de la valeur, puis après on prend 3 heures pour boire un bon verre, s'amuser et passer un bon temps ensemble, qu'entre guillemets faire 6 heures de travail, puis discrétiser tout le temps et péter un peu entre deux. Donc ça, il y a un côté très discipline pour moi qui est une clé de la performance. Intéressant. Et puis il y a aussi un côté d'accepter, je crois, et que ça c'est compliqué, et ça il faut de la confiance en soi, de ne pas être au centre de tout. Ouais. Et ça, c'est difficile d'accepter ça. Ça, c'est compliqué. De vraiment de prendre cette distance. Et il y a un côté, il faut être égoïste. Parce qu'en fait, tu as les deux côtés. Tu as le côté celui qui il veut être au centre de tout, puis être le patron de tout, puis ça, il faut essayer de s'en sortir. Moi, typiquement, je devais lutter contre ça, parce que j'ai naturellement tendance plutôt à aller vers ça. Mais aussi celui qui, ça je l'entends aussi beaucoup des entrepreneurs qui disent je veux être l'exemple. Ça je l'entends tout le temps. J'ai des gros débats avec copains entrepreneurs qui disent je veux être un exemple sur mon temps de travail, je veux venir au bureau pour être un exemple, je veux travailler 12 heures par jour pour montrer un exemple, ainsi de suite. Et moi ça me parle pas du tout. Avant j'avais ça, mais moi aujourd'hui on a un exemple, si on est bien dans sa peau, quel impact on a dans l'entreprise, quelle performance on fait, si on est en dehors de la boîte, si on est heureux, pas heureux, quoi. On drive tous pour être heureux, quoi. C'est ça le plus important, quelles que soient les raisons. Donc ça me parle plus que vraiment ce côté je dois montrer l'exemple. Mais il y a un côté générationnel. Je pense que la génération d'avant était beaucoup dans l'exemple. C'est aussi, voilà, c'est comme ça, ils ont été éduqués comme ça. Et moi, je suis juste en tête de régénération, mais je pense vraiment le millénial, c'est comme on l'appelle aujourd'hui, et la nouvelle qui va arriver, aura beaucoup plus de facilité à ce côté exemple, ça lui parlera moins, je pense. Ouais, ou alors il mettra une définition personnelle derrière cette notion d'exemple, parce que c'est quoi être un exemple ? En tout cas, moi, tu vois, moi j'ai géré une compagnie à l'armée. Les mecs, je voyais mes officiers qui étaient complètement éclatés. Je leur disais, bon les gars, moi je vous recommande d'aller au lit. Vous vous levez un peu plus tôt pour finir ce que je vous ai demandé pour demain. Moi, je vais me coucher. Parce que pour moi, derrière l'exemple d'un bon dirigeant, c'est un gars qui prend soin de son sommeil. Parce qu'il va prendre des décisions. Et si tu lis un petit peu sur le sujet du sommeil, tu réalises que, oui, évidemment, c'est important de pouvoir fonctionner en mode dépravé. T'es un papa... Je suis un papa, on sait qu'il y a des fois, voilà, on est fatigué, c'est la vie de parent. Et que c'est important quand même de pouvoir fonctionner. Mais si ça devient la norme et que tu dors 5-6 heures par nuit, ben, tu sais très bien que les décisions elles seront impactées, quoi. Donc je pense que c'est cette notion d'exemple qu'on sera plus à même à préciser, quoi. Et puis un autre point, parce que quand je t'entends, ça me fait réagir sur un autre point, c'est aussi, là c'est du process, c'est moi, dans tout ce que je fais, j'essaie de me dire, mais à qui je peux le donner pour pas le faire ? Il y a le côté égoïste. Moi, sûr. tout le temps, d'un coup, quand j'ai trop d'emails, trop de choses, je me dis, mais pourquoi j'ai ces emails et à qui je peux les passer ? Alors, des fois, c'est un peu frustrant pour certains collègues parce que c'est clair, ça va se passer en cascade. Mais à un moment donné, c'est mon rôle qu'on trouve tous des solutions pour être le plus performant possible. Et donc, moi, je vais vraiment réfléchir à dire, voilà, ça, je le veux plus. Est-ce que je le délègue ou est-ce que je fais en sorte que ça n'arrive plus ? Et donc, moi, je délègue beaucoup de choses. Mais il y a aussi des collègues qui me disent, mais je suis content que tu me l'aies délégué parce que c'est aussi leur valoriser, que tu me fais confiance, que tu vas accepter de traiter ça. Et en fait, c'est aussi souvent, si on délègue des choses qui viennent à la direction générale, c'est des thèmes importants. Donc, c'est une preuve de confiance et donc de mise en avant d'un collaborateur. Donc, il sera très content en fait, de récupérer cette tâche. Donc, ça le permet aussi à la personne, entre guillemets, j'aime pas ce terme en dessous, mais qui va subordonner ça, de aussi lui se poser ces mêmes questions puis dire ah tiens, comme j'ai cette tâche-là, peut-être qu'il y en a une autre que je peux déléguer plus bas. Et en fait, peut-être qu'à la fin, il faudra engager une ressource à la fin. Bien sûr. Mais c'est pas grave. Mais il faut vraiment essayer. Moi, j'essaie d'éliminer au maximum pour être le plus disponible possible. Et que les thèmes parce que pas quand chez tu moi. dis disponible, c'est pas nécessairement disponible pour les autres, mais c'est disponible pour toi-même. C'est-à-dire avoir de la bande passante. J'ai de la bande passante. Intéressant. Tu parles beaucoup de délégation. Est-ce que tu as un assistant, une assistante pour tes mails ? Dans un dernier podcast que j'ai écouté, tu disais en recevoir peu, donc c'est peut-être pas le cas. Est-ce que tu te fais aider ? Alors, sur les mails, j'en reçois très peu parce que, de nouveau, moi, j'analyse ma boîte mail depuis des années. Ça fait
10 ans que je fais ça, pour essayer d'être... Moi, j'ai une culture d'inbox zéro, hein. Ouais. C'est ça depuis des années. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a une culture comme ça, j'ai affiné mon sujet. Ouais. Et j'ai vraiment... Aujourd'hui, je reçois plus d'emails privés que d'emails professionnels. Ouais. Parce que je reçois vraiment Incroyable. rien chez moi. Ouais. Donc, c'est vraiment... Mais c'est les autres qui les reçoivent. Et puis, Bien sûr. ça vient chez moi quand il y a des problèmes. Ouais. Mais je veux plutôt être le gestionnaire de problèmes que vraiment du quotidien. Donc, ça, c'est un peu... Après, est-ce qu'il y a des gens qui m'assistent ? Oui. C'est clair que ça, c'est aussi un autre point, que j'ai une grosse discussion avec les entrepreneurs, c'est de leur dire... sur un autre débat, c'est toi, c'est quoi la qualité de vie ? Et aujourd'hui, beaucoup de dirigeants, ça j'en croise beaucoup, et je fais exprès de donner cet exemple, même si je me fais chaque fois reprocher cet exemple-là, et beaucoup préfèrent travailler 12 heures par jour, avoir une Porsche dans le garage, puis aller faire des vacances aux Bermudes. Moi, je suis un modèle, je préfère faire 4-5 heures par jour, et puis rouler dans une petite voiture et puis aller en vacances moins loin, mais dans toute l'année, 4-5 heures par jour. Bien sûr. C'est personnel. Priorité. C'est une question de priorité. Et le truc, c'est que pourquoi je parle de ces exemples-là ? Parce qu'on doit quand même réfléchir de où on alloue ses ressources. Il y a le temps, mais l'argent, c'est aussi une ressource. Et les gens, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs ne se font pas assez aider et n'investissent pas assez sur des aides autour d'eux. De nouveau, moi, je suis dirigeant, je pense avoir la capacité de faire du levier dans mon entreprise. Je suis une personne, si je passe du temps et de l'énergie, je peux amener le plus de valeur dans la société, en rachetant des boîtes, en réfléchissant sur la stratégie, en rencontrant les bonnes personnes. Donc, il faut que j'ai du temps pour le faire. Donc, si je paye quelqu'un qui va m'enlever du travail à faible valeur ajoutée, entre guillemets, cette perte de revenus à court terme, c'est de l'investissement. C'est du gain à long terme parce que je vais pouvoir travailler et l'entreprise, elle grandira et ainsi de suite. Et donc, il y aura zéro souci pour la suite. Donc, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai en effet quelqu'un dans l'entreprise qui m'aide, qui n'est pas une assistante parce que j'ai plutôt un modèle avec une responsable administrative depuis longtemps avec qui je travaille et qui est vraiment super performante. C'est bien plus que de l'assistanat. Ça prend toutes les décisions, ça m'enlève énormément de travail. Mais à titre personnel, moi, j'ai par contre une assistante aujourd'hui à distance que j'ai pour les choses vraiment purement perso. C'est du 100% perso. Génial. Donc ça m'aide vraiment pour les choses. Ça peut être un rendez-vous chez le médecin pour le gamin, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc tous les endroits où je vois pas de valeur. Très intéressant. Je propose qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que j'ai fait 2-3 interventions dans des cercles d'entrepreneurs et une des questions que j'aime bien commencer, c'est OK, ici qui a une assistante ou un assistant ? Et j'aime bien regarder et très très peu de gens lèvent la main en fait et des fois, c'est des entrepreneurs qui ont des grosses boîtes, mais qui continuent à se manger 2 heures de mail par jour, quoi. Ou alors, pour éviter ces gros blocs de traitement de mail, d'être constamment dans les mails afin de ne pas louper un truc important. Et donc, quand on sait les effets délétères sur le focus et sur le bien-être aussi, parce que la boîte mail, ça peut être stressant, on se dit, purée. Et en fait, ça m'a toujours surpris de me dire, OK, qu'est-ce qui leur manque parce que peut-être qu'ils savent qu'ils devraient, et on revient sur ce que tu as dit, qui est le lâcher prise, quoi. Moi, j'ai une assistante. C'est la deuxième personne qui a rejoint ma boîte. Enfin, la première personne qui a rejoint ma boîte, c'est une assistante. Et pourquoi ? Parce que j'ai fait ce que tu recommandes. OK, est-ce que répondre à ces emails-là et sur l'académie, sur les gens qui posent des questions, est-ce que je suis la seule personne à pouvoir faire ce job ? Et la réponse, c'était non, quoi. Et donc, forcément, ça peut faire peur en termes de budget, ça peut faire peur en termes de lâcher prise, etc. Mais moi, j'ai un gros regret, c'est de ne pas avoir commencé ça plus tôt, quoi. Ouais, non, je pense que c'est très juste. Puis le budget, franchement, aujourd'hui, avec le système d'assistante virtuelle. À distance. Alors, moi, j'ai pris une assistante virtuelle à distance en Suisse. Je vais le prendre à l'étranger. J'ai pris en Suisse parce que voilà, il y a un côté, j'ai des boîtes en Suisse et ça me parlait plus d'être dans ce côté-là. Mais c'est d'un confort et ça coûte au final pour l'énergie gagnée. C'est clair. Non, mais les gens sont capables de dépenser des milliers de francs pour des bêtises sans problème, mais par contre pour leur confort et leur temps, ça ils prennent pas de distance, quoi. Et ça c'est une grosse erreur pour moi. Ouais, l'énergie c'est un bon mot parce que tu vois moi, j'étais en vacances la semaine passée et je suis revenu hier. Non, lundi, on est quoi, mercredi, donc lundi, j'ai pas ouvert ma boîte mail, quoi. Je savais qu'il y en avait plein parce que mon assistante, on s'est mal synchronisé, elle était aussi en vacances, bon ça arrive de temps en temps. Puis finalement, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ce sera la guerre, pas la guerre ? Est-ce que ce sera la fin du monde ? C'est aussi des fois bien de se remettre un peu en question et se dire, OK, on verra ce qui se passe. Finalement, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'emails, mais ça s'est géré, tu vois. Et le temps que tu gagnes, c'est une chose, mais la paix mentale de ne pas devoir vérifier ses emails, c'en est une autre. Elle est difficilement mesurable, celle-là, quoi. Intéressant. Toujours sur la partie
Délégation, les gens qui nous écoutent, qui sont toujours avec nous, merci déjà, hein, ça fait plaisir. Moi, ce que j'aime bien faire avec certains des gens que j'accompagne, c'est on fait ce processus. Et ensuite, je dis, OK, où se trouve ta valeur ajoutée sur ce processus ? Montre-moi. Et j'avais fait ça avec un dentiste qui avait son cabinet puis qui voulait améliorer ses processus. Puis en faisant cet exercice, il avait réalisé qu'après le soin, il donnait durant 10, 15 minutes, 5 minutes, des fois, mais en moyenne 10 minutes, des recommandations au client que son assistante pouvait donner en fait. Et donc, simplement en visualisant, il s'est dit, en fait, ce point-là, je peux le déléguer sans devoir engager du personnel, sans devoir nécessairement former, peut-être un petit peu plus de formation, mais voilà. Et quand tu as 5, 6, 7 clients, tous les jours, voilà, tu es super content. Et c'est souvent, si je vous parle de cette histoire, c'est aussi pour vous inviter à poser sur papier ces processus, parce que tout d'un coup, on voit des trucs qui étaient restés enfouis, quoi. Cool. Qu'est-ce que les dirigeants surchargés, parce que tu as dit, il faut prendre le temps de s'analyser. Un dirigeant surchargé va dire, j'ai pas le temps. Oui. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là ? Moi, déjà, de base, le terme « j'ai pas le temps » n'est pas un terme que j'accepte. Pour moi, c'est un terme déjà, c'est que c'est pas une priorité. C'est pas une question de temps. On a tous du temps. Ouais. On a tous le même nombre d'heures par jour, Ouais, ainsi de suite. ouais, Donc, ouais. c'est un choix de priorité. Ouais. Donc, si t'es pas capable de mettre ça en priorité pour t'améliorer, quoi, entre guillemets, c'est le chat qui se prend la queue, quoi. Maintenant, il faut commencer quelque part, Ouais. il faut commencer par s'analyser. Donc, il faut prendre ce temps-là, et à un moment donné, il faut le faire. Il n'y a pas de débat. Donc, cette notion de j'ai pas le temps, j'ai toujours beaucoup de peine avec cette dynamique-là. D'ailleurs, souvent, quand quelqu'un me dit, même des copains, hein, des fois on fait un truc, puis ils me disent, ah, mais j'ai pas le temps, c'est suffisant. Je dis, non, tu m'as pas pris en priorité, c'est tout. J'aime bien dire, je n'ai pas pris le temps pour. Voilà. Et je demande aussi à ma femme de me corriger, parce que des fois j'ai encore le réflexe de dire, j'ai pas le temps, et elle me dit, non, t'as pas pris le temps pour. Je dis, t'as raison. Donc ouais, c'est intéressant. Ok. As-tu des méthodes particulières à recommander ou l'auto-analyse fait son travail avec la durée ? L'auto-analyse fonctionne. Après, chacun utilise les outils qu'il veut utiliser. Moi, c'est que j'ai là un peu l'agenda. J'utilise aussi un peu Planner pour le suivi de tâches pour certaines personnes. Pour faire un peu de suivi, ça m'aide. Mais je crois qu'on est quand même beaucoup lié à la personne. Donc, il faut aussi... Ça fait partie aussi d'aller chercher de l'information, trouver des solutions, que ça devient un vrai thème, et vraiment d'y réfléchir. Et ça doit être propre à chaque personne. Alors, au début, on peut se faire aider pour les premiers points, je pense que c'est essentiel. Mais après, il faut quand même s'accaparer ce thème-là pour devenir plus performant. Si on compte que sur les autres pour y arriver, je pense qu'à un moment donné, on arrive vite à une limite. À un moment donné, il faut quand même vraiment prendre le sujet avec soi-même et puis trouver les solutions qui nous conviennent au mieux. Mais celles qu'on a mis en avant, le côté assistana, des choses simples à mettre en place. Ouais, ça prend pas trop de temps, quoi. À mon avis, moi, je me souviens, mon assistante, je m'étais donné 1 mois pour la former à la gestion de mes mails. Donc, on se faisait un point quotidien, et en 1 mois, même moins, je pense. Et puis, c'est 1 mois, 15-20 minutes par jour, hein, petit check. Et puis, c'était réglé, quoi. Problème réglé. Et puis, un peu plus tard, je l'ai délégué aussi mon agenda. Et ça a fait un gros changement. Ça aussi, je pense que ça aurait été... Avec le recul, j'aurais pu le faire plus tôt, parce qu'en fait, beaucoup de mails concernaient des rendez-vous. Et donc, elle n'avait pas accès à mon agenda, et donc, c'était des mails que je devais traiter moi, quoi. Enfin bref, intéressant. Ce qui m'a permis justement de déléguer mon agenda, c'est de créer une semaine type. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, j'ai du coaching, avec des exceptions évidemment de temps en temps. Et puis après, le vendredi après-midi, de l'admin, etc., des moments pour la création. Si je passais une semaine avec toi, est-ce que les semaines qui passent, semaine après semaine, est-ce qu'on retrouverait ces schémas récurrents ? Est-ce que tu as une sorte de structure type qui revient ? Alors, il y a des points types, des points un peu moins. Typiquement, le lundi, on va dire, de 8h30 à 15h, ça c'est immuable. C'est Silicom. Ouais. C'est toutes mes séances. Sur place ? Non. Ah, ok, à distance. Tout en toujours visio. Ouais, okay. On a une par mois en physique, mais sinon c'est tout en visio, c'est multi-site, donc c'est compliqué. Donc en fait, on fait tout en visio, et là je fais vraiment quasiment 7-8 séances, et toutes mes séances hebdo. En fait, c'est tous les direct reports, j'ai des séances, puis on délivre, on prépare la semaine, et puis ça c'est immuable. Ça c'est vraiment... Donc toutes les semaines ? Toutes les semaines. Ça, donc c'est avec tes directeurs ? Ouais. Et là, on fait des séances. J'ai une séance avec tout le monde. Moi, j'aime bien ça le lundi matin. C'est les Américains, c'est ça le town hall. C'est faire une séance, après une question de time, mais moins de sens, encore tout à fait possible, où on fait en fait le lundi matin 15 minutes. En ligne ? En ligne, toute la boîte. Ok. Et puis c'est bonjour, quelques informations clés, boum, c'est 15 minutes, hein, c'est très court. Ouais. Mais ça permet de
Créer le rythme. Créer le rythme et puis créer le rythme de communication. C'est la zone de communication, c'est de l'oral, on n'est pas dans du... Donc c'est pas, même si c'est du distance, c'est intéressant. Et je t'interromps, mais c'est possible d'échanger avec toi en direct à ce moment-là ou c'est ascendant? Non, c'est complètement ouvert. Ouais. Ils savent juste que c'est 15 minutes. Ils savent qu'après les 15 minutes, je vais fermer. Ouais. Ils savent que je dirais, voilà, on a fait le bout et on arrête. Mais par contre, c'est complètement ouvert. On est en discussion complètement ouverte. Ouais. Après, les thématiques. Il faut savoir que tu as 60, 70 personnes autour d'un call. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent prendre la parole dans tout le monde pour poser une question. Il y en a un ou deux causes, mais il n'y en a pas beaucoup. Souvent les mêmes. Pareto. Mais malheureusement, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Donc lundi, c'est ça. Après, l'après-midi, c'est plutôt, après des 15h, c'est plutôt sport. Ouais. Le mardi, là, c'est plutôt vraiment travail. C'est là où je vais plutôt écrire un article bilan. C'est là où j'aurai des séances pas mal de conseils d'administration. Je vais avoir 2-3 réflexions perso. Le mardi est plutôt comme ça. Et de nouveau, je fonctionne plutôt le matin jusqu'à 14-15 heures. Mes journées type, je prends pas beaucoup de temps à midi, à part si j'ai un lunch. Mais le lunch, j'arrive plutôt les mercredis. J'essaie plutôt de faire. Et puis le mercredi aussi plutôt le matin le travail. Dans ce fonctionnement, mais là après j'ai des enfants qui arrivent de l'école et tout, donc là je suis plutôt à passer un peu de temps et puis prendre du temps aussi pour moi. Jeudi même fonctionnement, aussi plutôt jusqu'à 15h, voilà, j'essaie de faire des journées de 7 heures intensives, 6h30, 7 heures maximum intensifs, et puis le vendredi par contre c'est free quoi. Par contre ça j'ai le vendredi après-midi, le vendredi tout court je ne travaille en général pas, j'ai des exceptions bien évidemment, mais par contre en général j'essaie de ne pas travailler le vendredi. Excellent, ça fait plaisir à entendre. Conseil dans le passé. Si tu pouvais te donner un conseil, on va dire il y a 20 ans, ce serait quoi et pourquoi? Alors bon, tu avais posé la question avant, je t'ai répondu en termes de joke, acheter du bitcoin, mais c'était pour la blague. Qui ne l'aurait pas fait? Qui ne l'aurait pas fait, exactement. Non, j'ai bien réfléchi parce que c'est pas une question qui est si facile que ça. Parce que je suis pas quelqu'un de regret à me poser 15 000 questions. Quand je me pose des questions, mais pour travailler pour l'avenir, donc pas trop sur le passé. J'aime analyser le passé pour construire l'avenir, donner le passé pour le passé, la vie est faite, c'est comme ça que ça pour moi, notre vision de ça. Mais par contre, j'ai réfléchi, le seul point peut-être parce que je souffre encore de ça, ou j'ai encore travaillé là-dessus, c'est la charge mentale. C'est-à-dire que je pense être vraiment très affûté sur mon organisation personnelle. Donc j'ai beaucoup de temps, je sais très bien organiser ça, mais je suis capable de faire 15 trucs, les gens me disent en général, mais comment tu fais autant de choses? C'est ce que j'entends tout le temps. Mais par contre, ce que j'ai pas réussi à vraiment complètement à déléguer et à trouver la formule magique, c'est que, ok, j'arrive à faire 15 fois plus de choses dans le même temps, mais par contre, 15 fois plus de choses veut dire aussi 15 fois plus de charge mentale sur le stress. Tu as des boîtes, tu fais des investissements, tu aides des gens, tu veux que ça se passe bien. Et ça, des fois, c'est clair que je pars du temps, mais ça me prend beaucoup d'énergie mentale. Et alors, le sport m'aide. Mais je me rends compte aujourd'hui que le sport n'est pas... Il faut que je trouve d'autres choses. Donc je suis en train d'essayer des trucs de méditation, mais aujourd'hui j'arrive pas avec ça. Ça ne marche pas. J'arrive pas encore, j'espère arriver. Mais je dois trouver des zones pour trouver plus de sérénité. Et je dirais à moi du passé, accepte d'être plus relax, quoi. D'être moins stressé sur les choses. Parce que tous ces trucs de stress... Pour beaucoup, c'est du stress négatif parce qu'il n'y a pas de raison, c'est mon mode de fonctionnement. J'ai besoin de me stresser pour avoir peur, pour me dire « Ah, je vais bien traiter, je vais bien adresser les choses ». Je me mets en fait sous pression mentale, alors que je n'ai pas besoin, mais c'est mon comportement. Bien sûr. Et donc, à mon moi d'il y a 10-15 ans, d'apprendre à mieux travailler et peut-être déjà commencer à travailler, comment enlever cette pression il y a 10-15 ans, fait qu'aujourd'hui je serais meilleur dans cette gestion-là, parce que je suis encore loin d'être bon sur cette partie-là, je suis encore très charge mentale, ça me prend encore beaucoup d'énergie. Bien sûr. Après, encore une fois, tu fais beaucoup de choses, et est-ce que c'est pas... J'ai besoin de ça aussi pour exister, j'ai besoin de cette... mais j'aimerais des fois que ce soit plus positif. Des fois, la charge mentale, elle peut devenir pesante, en fait, un peu négative. Il y a un côté où j'ai envie de faire plein de choses, parce que j'ai peur de m'ennuyer aussi, parce que moi j'ai besoin de faire plein de choses, parce que sinon j'ai peur de m'ennuyer. Mais par contre, si d'un coup je réduis parce que c'est trop de charge mentale, je vais m'ennuyer, et puis si je fais trop, j'ai trop de charge mentale. Donc cet équilibre-là, je suis encore en train de... J'ai pas encore trouvé le bon format, et j'y travaille encore, quoi. Je me fais pas de soucis sur la capacité à trouver une solution. C'est perso, hein, donc bien c'est sûr, vraiment, bien sûr. On est deux sur ce sujet. Je pense qu'on est plus que deux. Je pense qu'on est plus que deux. Mais tu sais, si tu analyses un peu la théorie des systèmes, tu réalises que les parties d'un système jouent un jeu
ou jouent à des règles qu'elles ne connaissent pas forcément et elles souffrent aussi du fonctionnement global du système. Et si on prend cette petite théorie au monde dans lequel on vit, c'est le système capitaliste qui met en avant une seule chose, le profit. On le voit, qu'on croit ou pas au réchauffement climatique ou pas, mais on voit quand même que le profit est l'élément. Ça passe avant tout. Voilà, qui passe avant tout, avant la santé des gens, avant beaucoup de choses. Et donc souvent, et moi je me souviens, un moment dans ma carrière, j'ai fait des insomnies. Et vu que j'aime bien parler avec les gens, que j'ai pas trop de problèmes d'ego à dire voilà, j'ai des problèmes, j'ai du stress, je fais des insomnies, ça va pas dans ma vie, etc. Et discutons-en. Tout d'un coup, j'ai réalisé que beaucoup de gens avaient des insomnies dans cette boîte, tu vois. Et c'est là que tu te dis en fait, il y a peut-être un truc dans le système qui fait que ça tourne pas rond. Et pareil, capitalisme, profit à fond, beaucoup de choses, vie active, accélération de la société. Et donc, la capacité à rester serein, je pense qu'elle est encore plus difficile. Peut-être que je me trompe, mais je pense que les outils numériques n'aident pas, on va dire. Donc, je pense que c'est encore beaucoup plus difficile qu'à une certaine époque. Mais la gestion des peurs et tu sais, c'est pas nouveau. Les stoïciens le disaient il y a plus de 2000 ans. Que de fois nous mourrons de peur de mourir. Et voilà. Et tout l'enjeu est de réussir à décrocher là-dessus. Cool. Quelques livres pour lâcher prise, justement. Ou est-ce que tu as des livres à recommander sur ce sujet ? Bon, moi, je pense que je suis très fan. J'essaie de lire quand même pas mal. Même si ces temps, j'ai plus de peine à lire du business. J'aime bien lire d'autres trucs, en fait, qui me sortent un peu la tête. Genre fiction ? Genre fiction, donc ça peut être du Dicker. Moi, j'adore Joël Dicker. J'adore du Dicker. J'adore. En ce moment, il y a Harry, là, tu sais, celui qui a fait Homo Sapiens. Ma femme vient de m'offrir le nouveau, là. Le nouveau, donc là, je suis sur l'information. Sur l'information, donc là, je suis en plein dedans en ce moment. Tu recommandes ? Alors, je suis trop au début pour dire je recommande. Après, tout ce que j'ai lu de lui, j'avais lu Homo Sapiens, j'ai trouvé incroyable. C'est toujours passionnant, en tout cas. On apprend plein de choses. Donc, c'est toujours passionnant. Après, tout ce qui est en effet business comme ça, moi, j'ai adoré La semaine de 4 heures. Même si, bien sûr, c'est à l'américaine. C'est pas applicable au millimètre, mais dans la logique, c'est hyper intéressant. Ça m'a apporté beaucoup. Dans ma gestion de ma vie, on parlait à un moment donné des priorités, d'engager des assistants, j'ai beaucoup aimé Rich Dad Poor Dad. Ça, j'ai adoré ce bouquin parce que ça représentait beaucoup de choses que j'avais, que je voyais au quotidien et que j'essaie d'appliquer dans mon fonctionnement. Donc donc quelques bouquins comme ça. Mais génial. Moi, je lis en ce moment L'hypnotiseur de Lars Kepler. Okay, je connais pas du tout. C'est un thriller, un tourne-page. J'arrive pas à le lâcher. Le soir, habituellement, je vais au lit à 22h et là, je suis en train de lire. Et c'est un thriller écrit à 4 mains. Donc, c'est un couple de scandinaves qui il est vraiment bien. Donc, L'hypnotiseur. Donc, voilà, c'est le premier d'une série. Ils sont chauds, ce couple, parce qu'ils en ont écrit pas mal. Et apparemment, ils sont... Je peux pas dire tous bien parce que je les ai pas lus, mais apparemment, ils sont intéressants. Cool. On te retrouve où ? Si les gens veulent un peu te suivre, alors pour me suivre, moi j'ai une zone vraiment, c'est LinkedIn. C'est vraiment là où je poste, où on trouve tout. On peut même prendre un rendez-vous avec moi si les gens souhaitent le faire. Est-ce que tu proposes de l'accompagnement, hein ? Alors je propose de l'accompagnement en effet. Alors j'ai un site internet qui s'appelle grégoryferret.com où je fais un peu d'accompagnement, conseil d'administration, mais de nouveau c'est une activité qui est annexe, que je fais beaucoup pour le plaisir, parce que j'ai plaisir à échanger. Mon why personnel, c'est de développer le potentiel des entreprises et des gens. C'est ce que j'aime en fait, c'est d'aider au développement des gens et de leur potentiel. Donc voilà pourquoi je le fais. Et puis en effet, donc vraiment grégoryferret.com, LinkedIn où là j'écris aussi pour Bilan, qui est un magazine qui fait business en Suisse, où comme moi, c'est un petit peu c'est un retour d'opinion, d'expérience de comment gérer des PME. Alors voilà, c'est toujours intéressant de voir et de pouvoir échanger autour de ça. Cool, super. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi aujourd'hui, Grégory. Je pense qu'on va se revoir, vu que l'arc lémanique est relativement, est relativement petit. Et puis pour tous les auditeurs qui sont encore là avec nous, n'hésitez pas à aller voir le profil de Grégory, de le suivre. Et puis encore une fois, merci beaucoup pour le temps. Tu m'as fait cadeau de 2 heures de ta vie, donc c'était vraiment chouette. Non, mais merci à toi, merci pour l'invitation, et puis merci pour le format, puis les échanges. Je trouve ça passionnant. Donc, comme toujours, j'adore faire cet exercice. C'était vraiment un vrai plaisir de le faire avec toi. À bientôt. Merci. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de ce format long.
Pour booster ce podcast qui explore l'importance des processus pour les entrepreneurs, je vous invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast du smartphone de votre voisin. C'est ça qui m'aide à augmenter la visibilité de mon projet, de ce podcast, et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres entrepreneurs et experts pour évidemment vous partager ces futures pépites. À très vite.